Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Pharos. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Pharos intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Et salut, bienvenue sur 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr Alnuka. Salut. Hello à tous les deux. Et on Salut. est accompagné de Pierre de 1000%. Comment ça va? Et ça va, nickel. Toujours heureux de parler de nutrition, micronutrition et de santé. Hein. On est très très heureux parce que là, aujourd'hui, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On va aborder l'obésité, le surpoids. C'est un sujet qui a été très transversal, abordé sur d'autres épisodes, mais qui n'a pas été abordé en profondeur. Donc, Anne, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours. Ok. Alors pour faire court, moi à l'origine j'ai un doctorat en pharmacie. J'ai passé ma thèse en 2009 et j'ai eu vraiment la chance, l'heureux hasard de rencontrer très rapidement Denis Richer. Je pense que vous le connaissez parce que vous êtes dans le domaine du sport, donc forcément c'est un peu la référence dans le domaine de la micronutrition du sportif, qui venait à La Réunion faire des séminaires le week-end de micronut. Et ça, c'était 2010, 2011 et je me suis dit: «Mais je veux faire la même chose que lui». Et donc j'ai commencé à suivre 1, puis 2, puis 3, puis aujourd'hui, une dizaine de diplômes universitaires. Ça m'a permis de me spécialiser, donc en micronutrition et puis j'ai développé vraiment une expertise. Alors on peut jamais dire qu'on est expert et qu'on sait tout dans un domaine, mais en tout cas, mon domaine de prédilection aujourd'hui, c'est la santé métabolique. Donc je suis ravie qu'on puisse échanger, sur ce thème aujourd'hui. Alors j'ai plusieurs casquettes, on va dire. J'ai gardé une activité où j'accompagne aujourd'hui des personnes qui présentent, des troubles métaboliques mais la plus grosse partie de mon activité reste quand même la formation des professionnels de santé dans différents contextes, que ce soit dans le cadre de diplômes universitaires ou de formation privée ou de formation pour des organismes de formation médicale continue ou pour des laboratoires. Donc voilà, c'est aussi une de mes plus grandes passions que d'essayer de transmettre la connaissance de la manière la plus simple et juste possible. Voilà. Donc, on a travaillé avec Pierre sur ce podcast. On t'a écouté, tu as déjà intervenu sur différents podcasts. Moi, j'ai eu la chance de suivre tes cours au DU MAPS, dont je suis sorti diplômé et très heureux Bravo. parce que c'était difficile. Donc voilà, pour cette fois-ci, c'est moi qui te pose des questions, donc ça Ouais, fait j'ai la plaisir. pression. Pour introduire quand même le sujet, tu vois, sur les recherches que j'ai fait, il y a quand même 48,8% de la population française qui est en surpoids, en obésité. C'est un chiffre monstrueux. On est à 8 millions de personnes obèses. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces chiffres? C'est une véritable épidémie à laquelle on doit faire face et qu'on ne sait pas traiter correctement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a de plus en plus de sujets malades aujourd'hui, de sujets en surpoids, obésité aujourd'hui, et en plus de plus en plus jeunes. Les enfants d'aujourd'hui sont également doivent faire face à cette problématique du surpoids et de l'obésité. Donc, c'est-à-dire que les stratégies qu'on a proposées jusqu'à présent, les grandes recommandations officielles qui sont mises en avant par nos grandes instances, ne semblent pas être tout à fait effectives parce que sinon on n'aurait pas à accompagner autant de personnes. Donc, il est urgent de revisiter le paradigme du surpoids et de l'obésité. C'est une évidence.
Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de déni au final dans la population sur les gens qui ne le savent pas mais qui sont en surpoids? Ça devrait être quel devrait être le signal d'alerte, tu vois, au niveau des signes? Alors, je dis souvent un des signes, le plus simple à aller, rechercher, c'est, l'augmentation du périmètre abdominal. Donc, de se rendre compte qu'on prend, un tour de taille, qu'on n'arrive plus à fermer son pantalon. Avec un simple mètre ruban, on est capable de mettre en avant le premier critère du syndrome métabolique, qui est un tour de taille augmenté, c'est-à-dire supérieur à 80 centimètres chez la femme. Alors, selon les définitions, 80 centimètres ou 88 centimètres chez la femme, et chez l'homme, 94 centimètres ou 102 centimètres. Donc, c'est quand même assez simple. On a tous un mètre ruban à la maison, on est tous capables de prendre son tour de taille et de se dire, oh là, il y a peut-être un problème. Juste Oui. les auditeurs, prenez des notes. Vous allez pas passer l'épisode à écouter, faire la vaisselle en même temps ou courir, parce qu'il va y avoir de l'info. Donc, nous faites pas le coup, parce que j'ai écouté Anne sur un podcast et il fallait que je prenne des notes à côté parce qu'il y avait quand même pas mal de notions. Non, mais c'est vrai. Des C'est, formations professionnelles. non, mais c'est simple et c'est toujours un sujet, c'est simple mais aussi complexe parce qu'on écoute, on sait plus ou moins tout, mais finalement pas vraiment et on sait pas trop comment tout articuler. Qu'est-ce qui se passe? On sait que quand on prend du bide, ben, c'est pas terrible, mais on se rend pas compte que c'est déjà les prémices de problèmes. Ouais, c'est vraiment le critère numéro un. Donc, c'est pas voilà, un test coûteux, invasif. C'est accessible à tout un chacun. Donc, lâcher un peu les balances parce qu'on a tellement focusé sur le poids et les balances, bon, même les plus performantes aujourd'hui, voilà, il y a des limites énormes. Je pense qu'on parlera de l'IMC, de l'impédance métrique et de tout ça un peu plus tard. Donc pour moi, un critère qui est beaucoup plus fiable que la balance, c'est le tour de taille, clairement. Et on voulait prendre le contre-pied un peu. Donne-nous les 5 clés pour prendre du ventre. Voilà, c'est quoi les 5 clés pour Ok. être en surpoids en fait? Ouais, alors le premier, c'est de manger ultra transformé. Manger Western Diet. Ayez un Western Diet et vous augmenterez votre périmètre abdominal. Et quand je dis Western Diet, il y a quand même plusieurs critères. Mais en gros, ça veut dire manger ultra transformé, des graisses de mauvaise qualité et des glucides de manière inadaptée. Voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, dormez mal, dormez peu. Voilà, ça c'est une évidence. La dette de sommeil va vraiment vous placer dans un climat hormonal qui va vous pousser à manger toujours plus. Ne gérez pas bien votre stress. Et dans le stress moderne, moi, une de ma dernière formation que j'ai sortie est sur les différentes phases de stress et comment est-ce qu'on prend en charge le stress. Et j'explique bien la différence entre le stress pour lequel on a été conçu physiologiquement et le stress moderne, qui est plutôt un stress psychologique qui se chronicise et auquel on est quasiment tous soumis au quotidien, hein, le boulot, la famille, la charge mentale. Donc voilà, n'apprenez pas à gérer votre stress correctement. Je dirais, ça serait le critère numéro 3. Et après, rester assis toute la journée dans vos chaises. Et puis voilà, là, on a quand même déjà une recette pas mal. J'en ai peut-être oublié un, mais je dirais c'est quand même mes quatre number one. Ah, ça suffit déjà, hein, tu vois, souvent, je sais plus dans quel épisode, Pierre, on avait parlé d'une société obésogène. Et ça, c'est vraiment un terme qui m'a marqué. Tu vois, c'est vraiment une société bah, qui nous pousse à pas bouger, à trop manger, mal manger. À manger trop souvent, on aurait pu rajouter ça d'ailleurs, hein. Dans le Western Diet, il y a la notion de qualité des aliments qu'on consomme, mais il y a aussi la notion de fréquence des prises alimentaires. Big Food a inventé la notion de snacking, par exemple. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. On ne devrait pas avoir besoin de faire du snacking. On devrait manger au moment où on a faim, des portions d'aliments qui nous permettent de retrouver une satiété suffisante pour ne pas manger pendant plusieurs heures. Aujourd'hui, on a inventé ce snacking. Pourquoi? Pour vendre des barres de céréales, pour vendre des aliments toujours plus transformés, toujours plus riches en glucides. Et on se retrouve à avoir des gens qui mangent de 7 heures le matin à 22 heures. Donc, manger souvent, je dirais, autre, Le autre cinquième. recette. Et on avait parlé de société obésogène aussi sur l'information. Et c'est aussi ça le gros problème sur la nutrition. C'est tellement d'informations différentes qui se recoupent pas. Contradictoire. C'est très complexe de s'y retrouver. Et Mm. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je devrais te faire confiance, Anne? C'est vrai, c'est délicat, hein. C'est un sujet qui est très délicat parce qu'en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux,
on peut tous prendre la parole finalement, hein, avec des arguments d'autorité, voilà, parce qu'on a tel diplôme ou parce qu'on a fait voilà tel parcours, on a la connaissance et on sait comment résoudre telle ou telle problématique de santé. C'est vrai que c'est pas évident parce que il y a peut-être 20 Tout le ans, monde on sait, n'avait hein. pas cette... Pardon? Tout le monde sait. Tout le monde sait mieux que tout le monde. C'est terrible. Donc comment est-ce que c'est vrai que pourquoi est-ce que moi je saurais plus que quelqu'un d'autre? Bon, je dis souvent que si on se base sur les mécanismes biochimiques et physiologiques qui sous-tendent un trouble, bah, on ne peut pas avoir tort. Personne ne peut réfuter la biochimie, à moins de n'y rien comprendre, hein. Et j'ai déjà vu des gens utiliser la biochimie et très mal l'interpréter. Bon, là, c'est un autre problème, hein. Mais bon, si on comprend la biochimie métabolique, on sait comment est-ce qu'on construit de la masse grasse, hein, comment on fait de la lipogénèse, ou comment est-ce qu'on brûle du gras, comment on fait de la lipolyse, comment on fait de la bêta-oxydation, comment fonctionnent nos cellules, comment fonctionne le métabolisme énergétique, bah, on saura quelles recommandations mettre en place. Malheureusement, ou heureusement, alors là, on va rentrer dans un débat sans fin, on se base beaucoup sur les études, l'EBM, l'Evidence-Based Medicine et les études. Et ça me pose problème à un moment parce que je dis toujours qu'une étude, on peut lui faire dire tout et son contraire. On peut complètement manipuler les résultats d'une étude, on peut proposer des designs complètement pourris qui vont faire ressortir qu'un modèle alimentaire est plus intéressant qu'un autre. Ça c'est une grosse problématique. C'est pour ça que moi, je préfère toujours revenir à la biochimie, à la physiologie, comprendre les mécanismes, à partir de ces mécanismes, dire OK, donc si ça fonctionne comme ça, si on prend du gras de cette manière, alors voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme modèle alimentaire. Mais bon, tout est critiquable, bien entendu. Voilà, donc je ne veux pas me présenter à vous comme étant l'expert qui a la parole divine. J'ai mon opinion basée sur la biochimie et la physiologie. Maintenant, ce qu'on peut proposer aux gens, c'est de tester le modèle alimentaire et de voir. On peut tester un modèle pendant 2-3 mois et de voir quel est l'impact du modèle sur sa santé physique, psychique. 3 mois, c'est quoi 3 mois dans sa vie quand on est en surpoids ou en obésité? Bon, je pense que c'est raisonnable de dire que tester un modèle pendant 2 à 3 mois, voyez ce que ça fait sur vous et si ça ne vous convient pas, bah, c'est sans doute que c'était pas le modèle adapté et vous irez voir peut-être quelqu'un d'autre ou la personne qui vous accompagne modifiera le modèle. Il n'y a pas un surpoids et une obésité, hein. Il y a autant de surpoids et d'obésité qu'il existe de sujets en surpoids et obésité. Donc le but, c'est de personnaliser les modèles, personnaliser les approches le plus possible. Mais il y a quand même une colonne vertébrale. Oui, c'est ça la grande règle de Castronovo, qui est notre père à tous, qui dit que en fait la seule règle c'est déjà qu'on ne sait rien, même si on Exactement. établit des concepts, c'est sur une complexité qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et la deuxième règle, c'est la personnalisation avant tout. Donc c'est ce que tu proposes. Et pour recadrer un petit peu, c'est que toi tu accompagnes ces gens avec des troubles métaboliques, des gens en surpoids, des gens obèses. C'est vraiment ta spécialité, ton domaine de prédilection. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à faire de la micronute, à proposer des accompagnements, je faisais un peu de tout, hein. J'estimais que j'étais un peu une généraliste de la micronutrition. Et puis après, par manque de temps, comme j'ai passé beaucoup de temps à créer des formations, j'ai dû réduire un petit peu ce volet-là. Et parce que c'est aussi ce qui me passionne le plus, j'ai décidé vraiment de n'accompagner que des personnes qui présentaient des troubles métaboliques, du surpoids et de l'obésité. Donc, c'est devenu un peu comme ça aussi une expertise, à force de voir des dizaines, voire des centaines de personnes à accompagner avec des profils différents. Mais on en revient quand même toujours un peu à cette même trame principale. Et tu J'adore nous vous parlais. lever la main comme si on était en classe. Ouais, bah, c'est pour que ce soit Non, fluide, mais tu comme ça, on vois. se coupe pas. Voilà. Comme ça, on se coupe pas. Ok. Et on est encore à l'école, nous, tu sais, 1000%. L'essence même de ce projet, c'est d'apprendre. Super. Donc, Je on suis est fan. trois amis qui sont là, qui se dirigent vers leur 1000%. Voilà, je sais pas à quel épisode on est peut-être à 150. On a Waouh. encore du chemin à parcourir. On est à 125. Mais c'est 125, Bravo. un peu heureusement qu'on d'avance. n'a pas fait juste 100% comme thème, parce que Ouais, sinon, ouais. C'était Mais écrit. C'était fait. Mais J'aime. vraiment, l'idée, c'est d'apprendre et c'est aussi de partager la connaissance. Donc, c'est d'abord un projet perso d'amis et c'est aussi d'amener des connaissances, de faire venir des experts comme toi aujourd'hui. Et c'est par la connaissance qu'on va créer des prises de conscience. Et Exactement. c'est par cette prise de conscience qu'on pourra adhérer aux actions qu'on mettra en place dans nos vies. Bon, ça, c'est ma trame. Tu parlais de concepts qui s'opposaient. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ces deux concepts qui se détachent Oui. pour comprendre notre alimentation? Alors, juste, je voulais d'abord rebondir sur ce que tu disais. Moi, je finis toujours le contenu que je propose sur les réseaux sociaux par le savoir, c'est le pouvoir. Donc, je crois qu'on est vraiment hyper alignés. Et Ouais. un de mes mentors en Metabolic Health, c'est le professeur Benjamin Wittmann. Et lui, il a
cette phrase qui résonne tellement en moi, more knowledge, better health. Il a tout compris. Il a absolument tout compris. Donc, alors, les deux théories qui s'opposent, et moi, je vais essayer de réconcilier tout le monde aujourd'hui, parce que vraiment, hein, dans l'univers de la santé métabolique, il y a une guerre permanente entre ceux qui mettent en avant la fameuse théorie FICO, donc pour calorie in, calorie out, donc assez simpliste en soi, c'est-à-dire que pour perdre du poids, il suffit d'avoir une balance énergétique négative, moins d'entrée que de sortie. Le déficit calorique, Le déficit promu par calorique, d'où tout voilà, le le monde. régime hypocalorique. Hein. Donc, si on part de cette théorie-là que le surpoids et l'obésité est créé par un déséquilibre de la balance énergétique, on va donc proposer comme solution un traitement symptomatique, on pourrait dire. Donc, un régime hypocalorique pour rééquilibrer cette balance. Donc, ça, c'est vraiment une énorme partie des professionnels de santé qui vont aller vers cette approche, et notamment la diététique classique. Hein. C'est l'approche diététique classique. Et puis, le deuxième grand courant, c'est une théorie hormonale qu'on appelle la théorie CIM, carbohydrate, insuline, modèle, donc qui est basée autour d'une problématique d'hyperinsulinisme chronique et d'insulinorésistance. Donc, ils n'arrêtent pas d'être en train de se chamailler en permanence. C'est moi qui ai raison, mais non, c'est moi qui ai raison. De toute façon, toutes les études montrent que si le régime n'est pas hypocalorique, il n'y a pas de perte de poids. Il n'y a qu'en faisant un régime hypocalorique, qu'il y a une perte de poids. Alors moi, je vais réconcilier tout le monde. En fait, les deux ont raison. Ces deux théories sont vraies. La seule chose, c'est qu'on n'est pas au même niveau d'investigation. Vous savez, en médecine fonctionnelle, en micronutrition, on dit toujours que le but est d'aller chercher et trouver la cause la plus profonde qui explique le symptôme et pas juste proposer un traitement symptomatique. OK? Donc, si vous comprenez ça, je vais aller chercher la cause la plus profonde qui explique le symptôme. Donc, le symptôme visible, c'est le surpoids ou l'obésité. Et donc, les premiers, ils s'arrêtent à la cause numéro 1, le déséquilibre de la balance énergétique. Et donc, en s'arrêtant à ça, ils proposent un traitement symptomatique. Je propose un régime hypocalorique. Mais ceux du deuxième groupe, ils vont aller chercher un peu plus loin. Ils vont se dire, mais pourquoi cette personne a un déséquilibre de la balance énergétique? Pourquoi est-ce que cette personne mange plus que ce dont elle a réellement besoin? Pourquoi est-ce que cette personne va manger alors qu'elle a des réserves énergétiques importantes? Je vous rappelle que notre réserve énergétique la plus importante, ce sont nos triglycérides, donc nos acides gras, qui sont stockés sous forme de triglycérides dans nos adipocytes. Donc quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité, il a des kilos d'ATP à disposition. Donc pourquoi aurait-il besoin d'aller manger, d'aller chercher de l'énergie à l'extérieur alors qu'il en a? Donc, ceux qui exploitent la théorie CIM vont un peu plus loin. Ils vont aller chercher là où les causes qui expliquent que cette personne a un déséquilibre de la balance énergétique. Donc oui, bien entendu, pour faire perdre du poids à quelqu'un, il faut rééquilibrer la balance énergétique, mais il y a une énorme différence, mais vraiment énorme, entre imposer à quelqu'un un régime hypocalorique, c'est-à-dire demain, Pierre, tu viens me voir, tu as augmenté ton tour de taille, et je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger 1800 calories au lieu d'en manger 2006, de but en blanc. Et tu viens me voir le lendemain et je te dis, écoute, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as un déséquilibre de ta balance énergétique. Qu'est-ce qui se passe en toi, dans tes cellules, qui fait que tu as besoin d'aller manger plus que tes réels besoins? Et là, c'est toute l'enquête qu'on va mener dans une consultation de micronutrition. Et on va retrouver ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'inflexibilité métabolique. Quelqu'un qui est en surpoids obésité, il n'a pas la capacité à switcher entre deux substrats énergétiques, le glucose et les acides gras, ce qui le pousse à manger alors même qu'il a beaucoup d'acides gras à disposition. Donc, moi, je réconcilie tout le monde, vous avez tous raison. Juste, vous n'êtes pas au même niveau d'exploration et vous n'allez pas, voilà, la théorie FICO, vous n'allez pas chercher là où les causes les plus profondes. Vous êtes arrêté au premier step, à la partie visible. Donc, il y a une recherche un petit peu plus approfondie à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les régimes hypocaloriques sont voués à l'échec sur le long terme. Moyen long terme d'ailleurs, hein. Ils sont tous voués à l'échec. C'est-à-dire les personnes reprennent le poids perdu, voire un petit bonus. L'effet yo-yo qu'on connaît chez la grande majorité des personnes en surpoids obésité. Mais tu vois, c'est vraiment super intéressant ta réponse parce que nous, on se disait, est-ce que c'est pas le juste équilibre entre les deux concepts qui fait sens? Et bon, tu nous as déjà donné la réponse à notre réflexion. Mais ce que je comprends pas, c'est si je mange pareil, enfin en tout cas les mêmes calories qu'avant, je vais pouvoir perdre du poids quand même? Oui, tout à fait. Puisque c'est pas les calories qui vont dicter ce que tu vas faire
de ces calories, c'est la nature de la calorie. Donc, c'est pas la quantité de calories qui compte, mais c'est la qualité de la calorie. Parce qu'en fonction de la nature de la calorie, on va pas du tout avoir le même signaling hormonal. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment de savoir quelles sont les hormones qui vont être sécrétées ou non, et les hormones qui vont faire que je vais prendre du gras, ou les hormones qui vont faire que je vais perdre du gras. Donc, le fait d'aller rééquilibrer les hormones, donc c'est souvent, on parle du rapport insuline-glucagon, ça va permettre finalement d'avoir accès à nos réserves énergétiques, et donc naturellement de manger moins. C'est pas je me force à manger moins, comme dans tous les régimes hypocaloriques. C'est naturellement. Et combien de personnes me l'ont dit en séance, mais c'est incroyable. J'ai enfin retrouvé mes signaux de faim et de satiété. Je ressens enfin la satiété. Je ressens enfin un désintérêt pour la nourriture. Et oui, Oui, c'est ça. Retrouver l'équilibre, remettre en place un bon équilibre hormonal, notamment une bonne sensibilité à l'insuline, un bon rapport insuline-glucagon, pour permettre à l'insuline d'être suffisamment basse pour qu'on puisse activer, libérer, utiliser, avoir accès à cette réserve d'énergie que sont les triglycérides et donc les acides gras. j'y vais, Pierre, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai fait du coup mon mémoire sur l'hyperinsulinisme et les mécanismes de vieillissement qui a été jugé par Dr Anne Lucas. Donc voilà, je me suis fait essorer. Mais par contre, j'ai C'est compris pas quand même vrai, c'est toujours que sympa à l'oral. mais j'ai compris que quand même l'insuline, c'était le curseur, c'était vraiment le, le maître un peu de notre Le métabolisme. métabolisme, Est-ce que tu le pourrais rapport insuline-glucagon. vulgariser quel est le rôle de l'insuline et pourquoi il a vraiment un rôle dans cette perte de poids ou cette prise de poids? Ok. En fait, l'insuline est une hormone dont nous, on nous a appris pendant nos études de santé, que ce soit médecine, pharmacie, peu importe, on nous a appris que l'insuline, que son rôle principal était de normaliser la glycémie. Et nous, on a retenu ça, hein, honnêtement. On a retenu ça, on nous a rabâché ça pendant des années, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais on a du coup complètement mis de côté un autre rôle hyper important de l'insuline, qui est celui d'activer le stockage énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous allez manger des aliments, donc vous allez manger des glucides, des protéines, des lipides, quand vous allez manger des glucides, ces glucides, donc, une fois digérés, vont donner du glucose. Et ce glucose, s'il va entraîner une sécrétion d'insuline, puisqu'il ne faut pas qu'on ait des trop grandes variations de glycémie. C'est pas bon. Donc, pour stabiliser notre glycémie, on va sécréter de l'insuline. Et qu'est-ce que l'insuline va faire? Elle va signaler par une voie qui s'appelle PI3K, IRS1, PI3K, AKT. Elle va entraîner l'exocytose de transporteurs qu'on appelle les GLUT4 qui vont permettre au glucose de rentrer dans la cellule. OK? Donc, en gros, on va normaliser la glycémie. Mais c'est un coût, ça. Pour normaliser ma glycémie, mon glucose, je le rentre et je vais aller le stocker sous forme de glycogène. Vous connaissez bien le glycogène notamment musculaire, qui est hyper important. Donc, sous forme de glycogène hépatique, sous forme de glycogène musculaire. Et ça, c'est très vite saturable. Très rapidement saturable. Donc, une fois que c'est stocké, l'insuline va dire quoi? Mais qu'est-ce que je fais du glucose qui est en trop? Et bien, l'insuline va permettre de faire ce switch entre le glucose et l'acétyl-CoA. Donc, on va passer du glucose à l'acétyl-CoA et à la formation d'acides gras qui vont être stockés sous forme de triglycérides. Et c'est ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. C'est que quand vous mangez des glucides de manière inadaptée, je dis bien inadaptée, faut être précis, l'excès de glucides que vous avez consommé va être stocké sous forme de gras. Donc, il y a un switch entre le glucose et le gras. Et ça se fait sous l'action de l'insuline. Et la double peine, c'est que l'insuline va aussi bloquer l'accès à nos réserves de triglycérides. Donc, non seulement je fabrique du gras, mais en plus, je n'ai pas accès à ces réserves de gras. Donc, je tourne mon carburant énergétique et exclusivement le glucose. Donc, ce qui nous pousse à manger régulièrement, parce que nos réserves de glucose sont assez limitées, donc je suis obligée de remanger du glucose très régulièrement. Donc, c'est cette inflexibilité métabolique dont beaucoup de chercheurs parlent aujourd'hui, qui est amenée par cette consommation trop importante de glucides par rapport à notre niveau d'activité physique, à notre masse musculaire, à notre mode de vie. Hein, c'est pas tout le monde. Je dis pas que tout le monde ne doit pas manger de glucides. Je dis juste que la population générale qui est hautement sédentaire, qui a une masse musculaire qui est plutôt faible, a une consommation de glucides qui est trop élevée. Et donc, ça va entraîner ce que je viens de vous expliquer, le switch entre le glucose, acétyl-CoA, acides gras, triglycérides. Et d'ailleurs, on voit les taux de triglycérides s'élèvent. On peut doser les triglycérides dans le sang, on voit que les triglycérides s'élèvent. D'accord, mais
Ça, c'est les 2 carburants. On discutera peut-être des modalités par la suite de comment passer, comment utiliser plutôt spécifiquement ce carburant-ci et plutôt spécifiquement l'autre carburant. On verra ces Mhm. modalités peut-être plutôt pratiques par la suite. Mais mettons, tu me parles de rééquilibrage et d'être toujours je suis toujours sur mes 2600 calories, mais, est-ce qu'il y a un déficit calorique à ce moment-là? Est-ce que tu remets pas en cause du coup la notion de calories même? Est-ce que Alors en les... fait, on va beaucoup plus s'intéresser encore une fois, à la nature de la calorie et pas à la quantité de calories. Moi, je ne parle jamais de calories dans mes accompagnements. Jamais. Je vais parler de nature d'aliments. Et je sais que si j'arrive à équilibrer ce rapport insuline-glucagon, la personne aura naturellement, la personne qui est en excès de poids, hein, j'entends, hein, qui a du tissu adipeux, ok, Hmm. aura naturellement moins faim puisqu'il n'y aura plus ce signaling de la faim puisque les cellules ont à disposition de l'énergie. Donc naturellement, la personne, elle va moins manger sans que je lui impose de moins manger. Vous voyez un petit peu la subtilité? Je sais que c'est pas facile à percevoir, Sans mais qu'on il y le a une très calcule. grosse différence entre imposer à quelqu'un de manger moins sans équilibrer ses hormones. Donc c'est une personne qui va lutter contre la faim toute sa vie, hein. Et ça, je peux vous dire, j'en ai vu des centaines. Je dis, j'ai passé ma vie à lutter contre la faim. Et à dire à une personne, je vais équilibrer ton climat hormonal, je vais t'aider à aller utiliser cette réserve d'énergie que tu as en toi. Mais si la cellule a de l'énergie à disposition, il n'y a pas de signaux de faim qui sont envoyés. Donc la personne a moins faim, donc elle mange moins, et donc sa balance énergétique se rééquilibre par elle-même. Je n'ai pas besoin d'aller forcer le rééquilibrage énergétique. Il est induit par l'optimisation du climat hormonal. C'est très clair ce que tu viens de dire, hein. Et qu'est-ce que tu penses de la définition même de la calorie euh, C'est une valeur qui est applicable à la physique, dans un système isolé. Là, on est dans un corps humain qui est hautement régulé par des hormones, on n'est pas un système isolé, c'est tellement complexe. Donc pour moi, la calorie n'a pas de sens en soi. Et si vous modifiez directement les calories, vous ne réussirez pas sur le long terme. C'est impossible alors elle va développer des troubles du comportement alimentaire. On en a des gens comme ça, hein, dans le sport notamment. Dans tout ce qui va être fitness, voilà, les bikini body, les trucs comme ça, ils vont réussir à maintenir leur déficit calorique, mais à quel coût? C'est du contrôle mental permanent, c'est de la restriction cognitive permanente. Ils développent des troubles du comportement alimentaire par ailleurs, avec des crises d'hyperphagie, et c'est un véritable cercle vicieux. Donc, partir de la calorie, c'est comme si je prends un parallèle avec complètement autre chose. On a quelqu'un qui vient nous voir qui est constipé. Le symptôme, c'est la constipation. Et je vais lui donner du macrobol ou du lactulose. Je vais lui donner un laxatif. OK? Bon, il va plus être constipé pendant un moment. Et puis, il va revenir voir et dire, mais là, j'ai dû en prendre 2. Et puis maintenant, je vais en prendre tous les jours 2. Et finalement, ça marche plus. Donc, pourquoi? Parce que j'ai traité le symptôme et pas la cause. Il faut que j'essaie de comprendre pourquoi il est constipé. D'où vient la constipation? Est-ce qu'il y a, par exemple, un IMO avec du méthanobrillobactère? Est-ce qu'il y a une hypothyroïdie fonctionnelle? Qu'est-ce qui fait que cette personne est constipée? Et si je trouve la cause, alors je vais réussir à traiter le problème. Ben, c'est pareil avec le surpoids et l'obésité. La cause profonde, c'est pas le déséquilibre de la balance énergétique. Il faut que j'aille comprendre qu'est-ce qui a créé le déséquilibre de la balance énergétique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la problématique d'insuline. L'insuline peut être la deuxième cause, il peut y en avoir une troisième. Et celle qu'on rencontre souvent aujourd'hui, c'est l'alimentation émotionnelle. Et là, du coup, la prise en charge ne sera pas d'aller rééquilibrer les hormones, mais ça sera d'aller gérer les émotions. Apprendre à la personne à gérer ses émotions, puisque ce sont les émotions qui lui font déséquilibrer sa balance énergétique. C'est l'alimentation émotionnelle. Il y a d'autres personnes, ça va être le stress. Donc, je vais aller gérer le stress. Il y a d'autres personnes, ça sera l'inflammation qui déclenchera l'insulinorésistance. Donc, c'est toujours aller chercher la cause la plus profonde. Et il y en a parfois une, et parfois il y en a 5. Oui, parce que D'où les prises en charge qui vont être un petit peu différentes. ce surpoids, cette obésité, c'est important de dire que bah, c'est multifactoriel. Là, on essaie de conceptualiser sur le plan de l'énergie, donc des calories, sur le plan hormonal. Et puis, on a bien compris que le stress, si vous dormez pas, vous allez complètement changer votre réaction à l'insuline. Moi, ce que j'aimerais dire aussi pour les auditeurs, c'est que cette réaction insulinique, elle est normale en fait. C'est un signal normal de notre corps. On a vu les diabétiques de type 1, quand il n'y avait pas encore d'insuline exogène, ils n'avaient pas une espérance de vie qui était très longue. Donc, Oui. il faut avoir un discours qui est nuancé, hein. Sans insuline, il n'y a pas de vie possible, hein. Donc, l'insuline,
elle est indispensable à la vie. La problématique, c'est l'hyperinsulinisme chronique qui mène à l'insulinorésistance, qu'on soit clair. Donc après, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de débunker, oui, la théorie SIM, qu'est-ce qu'ils racontent, l'insuline, c'est indispensable. Oui, non, mais on n'a jamais dit que l'insuline n'était pas indispensable. On a dit que le problème, c'était l'hyperinsulinisme chronique qui mène à l'insulinorésistance. Et là, du coup, quand il y a une insulinorésistance qui se met en place, on n'est plus capable d'utiliser notre glucose. On n'est plus capable d'utiliser nos triglycérides. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui entraîne l'hyperinsulinisme chronique. J'ai quand même entendu quelqu'un dire, ça m'a choqué, que l'hyperinsulinisme chronique n'était pas due à la consommation de glucides. Mais là, il faut revoir tous ces cours de biochimie métabolique. C'est pas possible, on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Quel est le plus grand pourvoyeur d'hyperinsulinisme chronique? Mais là encore, soyons nuancés. Je suis sportive de haut niveau, je fais 3 heures de sport par jour, j'ai une énorme masse musculaire. Ah c'est sûr que je peux manger 100 grammes, 150 grammes de glucides par jour, voire plus. Mais est-ce que c'est le cas des sujets qu'on accompagne qui sont en surpoids, obésité? Non. Donc la consommation de glucides inadaptée, soyons précis, c'est le plus grand pourvoyeur d'hyperinsulinisme chronique. Mais il y a d'autres causes. Il y a le cortisol, il y a l'inflammation, il y a d'autres causes. Mais c'est la cause, non, c'est le driver number one. Et ouais, j'aimerais que tu fasses un petit focus, tu l'as dit, le sentiment de faim, de satiété. Est-ce que tu peux nous vulgariser comment l'insuline va avoir une interaction avec les hormones de la faim, comment ça se passe tout ça? En fait, il y a plein de mécanismes différents. On m'a d'ailleurs montré il n'y a pas très longtemps que l'insuline en elle-même pouvait déclencher la faim sans passer par des intermédiaires métaboliques. Donc, c'est quand même assez impressionnant de se dire que cette insuline en trop grande quantité est capable directement de déclencher des signaux de faim. C'est dingue. Et d'autre part, donc comme je vous l'expliquais, dès que la cellule n'a pas de substrat énergétique à disposition, le cerveau, et qu'on est quand même plutôt bien fait, va déclencher un signal de faim pour nous dire mange pour nous ramener un substrat énergétique. Donc le fait de bloquer l'accès à la lipolyse, à nos triglycérides, fait qu'on va avoir un signal de faim, ce qui est complètement aberrant, encore une fois. Puisque les sujets en surpoids-obésité, ils ont de l'énergie à disposition. Donc la solution, c'est de leur permettre d'accéder à cette énergie. Il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Si je me dis, je vais essayer de rééquilibrer la balance énergétique, je ne vais pas jouer sur l'assiette, je vais lui proposer de faire plus de sport. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous chez quelqu'un qui fait juste plus de sport? Est-ce que c'est tenable sur le long terme? Est-ce que ça va vraiment marcher sur le long terme? Non, parce que son processus physiologique, il est dysfonctionnel. C'est-à-dire que si j'ai plus de sorties, naturellement, mon cerveau va me dire, principe de l'homéostasie, mange plus. Donc, je vais avoir plus faim. Mon cerveau va me demander de manger plus. Donc forcément, au début, je vais peut-être être un peu en lutte, je vais réussir à lutter contre ces signaux de faim, mais à un moment, je vais me retrouver à manger plus. Ce sont des mécanismes homéostatiques qui se mettent en place. Si je viens arbitrairement modifier soit les calories in, soit les calories out, j'ai les mécanismes homéostatiques qui vont se mettre en place. À l'inverse, si je décide de manger moins, voilà, à partir de demain, je dis je mange 500 calories en moins tous les jours. Mais ma thyroïde, elle va percevoir ça. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ok, tu me donnes moins, je fais un peu plus de T3 reverse et je mets mon métabolisme de base un petit peu plus bas. Donc finalement, je vais manger moins, mais comme mon métabolisme de base va être plus bas, au final, au début, il y aura peut-être une petite perte de poids et après, il y aura plus de perte de poids. Et c'est ce que nous disent souvent les femmes qu'on accompagne. Je ne comprends pas ce modèle-là. Quand je le faisais il y a 3 ans, il marchait. Il me permettait de perdre du poids. Mais aujourd'hui, il ne marche plus du tout sur moi et je me retrouve à devoir manger de moins en moins. On dit qu'on casse un peu les métabolismes de base en mettant en place des régimes hypocaloriques. Tu vois, tu parles de métabolisme de base. Moi, c'est vraiment une notion qui a toujours été difficile chez moi. Moi, je me suis complètement affranchi des calories. Et T'as bien donc, fait. Moi non, aussi. mais après, tu vois, on me disait, en fait, mon énergie, elle va dépendre de mon métabolisme de base. Est-ce que tu pourrais faire un petit focus sur ça et expliquer comment définir son propre métabolisme? Parce que le tien, le mien, celui de Pierre. Oui. Alors moi, je parle vraiment du principe que nos ancêtres, ils n'étaient pas en surpoids en obésité, ils n'avaient pas un fitness pack dans la tête. Donc clairement, il n'y avait pas de notion de calories. On était 100% connectés à nos signaux de faim et de satiété. Donc tout ça, c'est en nous. C'est en nous. On n'a pas besoin d'avoir une application pour aller rentrer nos quantités de calories. Non, tout est en nous. Laissons notre système de régulation de faim-satiété se remettre en route et jouer son rôle. Je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger quand j'ai plus faim. Le problème, c'est qu'on a tellement de signaux qui viennent nous perturber qu'on n'écoute plus ce système de régulation faim-satiété et que du coup, on vient mettre un contrôle mental. Donc notamment le contrôle des calories. C'est une très mauvaise idée.
vraiment une très mauvaise idée. Mais, Oui, mais tu vois, les limites que je vois, je fais exprès de prendre le contre-pied, tu sais, bien, tu à as raison. cette alimentation intuitive, c'est que moi, par exemple, j'ai pas envie de m'entraîner souvent, tu vois. Moi, j'ai pas envie d'aller courir, je préfère rester dans mon canapé et intuitivement, moi, je sais qu'il faut que j'aille courir, je sais qu'il faut que je mange des trucs bons, mais en vrai, je vois des marques de fast-food, j'ai envie de m'arrêter, quoi. Oui, Ouais, tu je manges comprends. beaucoup X sur ton Ou canapé, on le Bah, sait. c'est addictif, hein. L'alimentation Western Diet est quand même bien faite pour être complètement addictive et qu'on ait envie d'y retourner. Alors moi, je suis pas pour l'alimentation 100% intuitive, hein. Je parle juste des c'est pour sensations de faire faim et de satiété. c'est pour faire la sensation aussi, tu sais, sur ma si j'écoutais que mes sensations, j'irais pas courir, quoi. Ok, oui, sur l'activité physique, on est d'accord qu'il faut quand même de la consistance et voilà, de la motivation et c'est un peu différent par rapport à l'assiette. C'est-à-dire que l'assiette en elle-même, donc moi je suis pour essayer d'optimiser les sensations de faim et de satiété pour que la personne mange au moment où elle doit manger et qu'elle mange pas toutes les 2 à 3 heures, n'importe comment. Par contre, je suis pas full alimentation intuitive, je suis pour mettre dans l'assiette des aliments qui vont permettre d'avoir des signaux de faim et de satiété optimaux. Donc je vais pas du tout parler de calories, par contre je vais parler de ventilation de macronutriments. Quels sont les macronutriments que vous devez mettre dans votre assiette pour avoir une bonne satiété durable, pour préserver votre masse musculaire dans votre perte de poids, pour construire potentiellement de la masse musculaire, pour pas entretenir votre hyperinsulinisme chronique. Donc, je vais parler de ventilation de macronutriments. Je vais parler de quels macronutriments vous devez manger. Allez, on fait pas de suspense, Anne, j'en peux plus là. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon assiette? Bon, toi, tu n'as pas de problème de surpoids et d'obésité, je pense, donc on va pas trop t'embêter. Et je disais à Vincent, je fais 79 kilos pour 1,79 m. Et Mais donc, ça, en tu sais, fait, ça veut rien dire. Tu peux avoir et muscle et ça n'a aucun sens. L'IMC, on n'en a pas du tout parlé, on est d'accord, c'est quelque chose qu'il faut Allons-y, complètement allons-y. pas ah, complètement mettre de côté, mais il faut le regarder avec beaucoup de recul. Si on prend ton exemple, Pierre, ok, bon, on va calculer ton IMC. Je ne sais pas si vous avez une calculette pour le faire. Bon, il est sans doute un petit peu élevé. Donc, vous savez, les IMC, les valeurs de référence sont entre 18 et 25. Ok. Mais l'IMC ne tient compte que du poids total et de la taille. Ok. Et pas du tour de taille, de la taille, de la hauteur. Ok. Donc, on ne tient pas compte du tout de ce qu'il y a dans ce poids, dans tes 79 kilos. Il y a combien de pourcentage de muscles, il y a combien de gras, ton squelette. Donc, on 10 ne tient kilos de pas compte de cerveau. ça. Voilà, exactement, hein. Donc, à 1000%, je pense que vous êtes bien nourri à ce niveau-là. Donc, premièrement, dans ces 79 kilos, il y a quoi? Donc, déjà, c'est une énorme limite. Et ensuite, comment est répartie la masse grasse? On pourrait aller encore un peu plus loin. Est-ce que c'est plutôt une masse grasse qui est plutôt sur le bas du corps, à la forme gynoïde, un petit peu de la femme, très féminine, les hanches, les fesses, les cuisses? Ça, pour la longévité, ça pose aucun problème, hein. Ça ne diminue pas l'espérance de vie en bonne santé. Par contre, si je répartis cette masse grasse au niveau central, là, ça pose un énorme problème. D'où le fameux maître ruban qui est beaucoup plus pertinent. Donc, ton IMC, ton poids, ça veut rien dire. Combien d'athlètes ont des IMC et sont considérés comme obèses? Ça n'a pas de sens. Donc, revenons au tour de taille. Revenons éventuellement à de l'impédance-métrie, même si, bon, les techniques sont quand même hautement critiquables. L'idéal, ça serait de faire quoi? DEXA, scanner, IRM. On ne va pas faire ça à tout le monde, on est d'accord. Mais voilà, moi, je trouve que le tour de taille, c'est déjà Tu une peux très nous bonne. redonner les normes pour les auditeurs qui ont bien sûr pris des notes depuis le début, mais on ne sait jamais ceux qui n'ont pas réussi à prendre leur stylo à temps. Pour le tour de taille, c'est ça? Oui, les normes pour les Oui? tours de taille. Et peut-être Ouais. IMC et tour de taille, on en discutait avec Vincent un peu. Est-ce qu'il y a un autre Non, indice? alors, je disais, pourquoi pas une balance impédance-métrie, la biopédance-métrie, bon, en fonction des Ah, marques, des techniques. Il y a l'eau qui va jouer, le moment, voilà, c'est pas extra. Donc, la DEXA, il y a des centres de médecine intégrative en France qui proposent de faire une DEXA. Et là, alors, c'est génial, on peut voir ouais, la graisse mais viscérale, on peut tout voir. c'est pas accessible à tout le monde. Donc, Non, c'est pour ça que je dis le tour de taille, faites votre c'est tour moins de 1000%, taille. tu vois. Ça plaît moins, je pense, aux auditeurs. Nous, Le on tour veut le de truc. taille, c'est non invasif, ça coûte rien, 1 mètre ruban. Ok. Donc 80, 88 chez la femme et 94, 102 chez l'homme. Et donc là, on va rentrer dans ta consultation. C'est une personne qui est en surpoids, qui arrive, qui vient te voir.
ou en obésité. Comment tu construis ton questionnaire, ton anamnèse, quels sont les points qui sont importants pour toi? Et peut-être tu peux même nous partager les erreurs que tu as fait sur tes premières prises en charge. Enfin, OK. Alors premièrement, on va regarder un petit peu ce que j'appelle moi l'historique pondéral, l'histoire du poids de la personne. Est-ce qu'elle a toujours été en surpoids obésité? Est-ce qu'à un moment de sa vie, un deuil, une séparation, les études, souvent il y a les études qui ressortent, où il y a eu une prise de poids importante, c'est de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Les antécédents aussi familiaux, c'est-à-dire est-ce que génétique, il y a une part génétique, est-ce que dans la famille, les oncles, les tantes, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs sont tous en surpoids obésité, il y a du diabète, il y a des maladies cardiovasculaires. Donc, allez regarder un petit peu comment ça se passe dans la famille. C'est vraiment la seule personne. C'est un cas isolé avec une prise de poids à l'instant T. Voilà, ça va être important de retracer un petit peu toute cette histoire et le contexte familial. De voir un petit peu qu'est-ce que la personne a mis en place, déjà mis en place, comme tout ce qui ressort. Je les cite parce que c'est ceux qui ressortent le plus. Pour les plus anciennes, du camp, Weight Watchers, voilà, tous les régimes, toutes les techniques qu'elles ont mis en place pour tenter de perdre du poids. Et à chaque fois, elles disent ça a marché. Et moi, je suis obligée de leur dire, mais non, en fait, ça n'a pas marché. Si ça avait marché, vous ne seriez pas là. Ça n'a pas marché. Une méthode qui marche, elle marche pour toujours. Et c'est le premier amour. C'est le premier C'est ça. amour. Donc voilà, on va regarder un petit peu quels sont les modèles alimentaires qui ont été mis en place. Et ensuite, on va faire, finalement, comme pour toute consultation, séance de micronutrition, on va passer en revue tous les piliers de la médecine nutritionnelle pour aller regarder un petit peu, au niveau notamment des neuromédiateurs, du sommeil, de la thyroïde, du pancréas, des gonades, de l'intestin, de l'estomac. On va tout passer en revue, l'activité physique, la gestion du stress. On passe vraiment tout en revue et on voit où ça semble bloquer. Potentiellement, on interroge sur le modèle alimentaire actuel et on détermine le modèle le plus adapté. On met la complémentation en place qui semble être la plus adaptée. Et puis voilà. Et En général, ça se passe. dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Bien. Et oui, mais tu sais, on a du mal à pouvoir comprendre ce qu'il peut y avoir dans ces consultations, comment ça se tourne. Et quelles seraient par exemple quelques questions, tu sais, forcément sorties du contexte à la volée et qui ne sont pas personnalisées sur une consulte? Quelles seraient les questions que tu poserais Alors, en fait, sans rentrer dans les nous, détails on de ce a que tu des. fais, mais tu Mhm. vois? Nous, en fait, alors quand je dis nous, ce sont les professionnels de santé qui pratiquent la micronutrition. On utilise des questionnaires qui sont déjà établis pour gagner du temps, parce que les séances durent longtemps, 1 heure et demie. Donc, on a des questionnaires qui sont déjà préétablis. Moi, j'utilise beaucoup les questionnaires qui ont été créés par l'IEDM, l'Institut européen de diététique et de micronutrition, dont le président est le docteur Didier Schoss. Donc, j'utilise pas mal leurs questionnaires, ce qui me permet de gagner du temps et d'évaluer, parce que les questionnaires sont remplis avant la séance. Donc, j'ai les résultats des questionnaires au moment de la séance et ça me permet vraiment de m'aiguiller tout de suite sur c'est du DIGE, c'est du neuro, c'est de l'insulinorésistance, c'est les surrénales, c'est la thyroïde. Donc, ça nous permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Mais si on revient sur cette cause centrale qu'on va rencontrer quasiment chez tous les patients, un peu chez tous les. Donc, si on reprend vraiment cette théorie centrale, on est vraiment qu'on va rencontrer chez toutes les personnes qui présentent un surpoids et obésité. J'aime pas dire toutes, mais au moins 9 sur 10. Allez, pour être un petit peu plus nuancé. L'insuline, la question numéro 1, c'est est-ce que vous avez pris du tour de taille? Clairement, c'est ça la question numéro 1. Est-ce qu'après les repas, vous avez le besoin d'aller faire une sieste? Vous piquez du nez et vous avez besoin d'aller dormir. Est-ce que vous avez besoin de manger très régulièrement, de faire des snackings, de manger toutes les 2-3 heures? Clairement, ce sont vraiment les questions de base qui nous permettent tout de suite de dire, OK, là, il y a un souci. Donc là, tu vas chercher cette cause centrale et donc plus pour qu'on comprenne ta prise en charge, c'est que tu vas aussi analyser tous les piliers de la santé et tu vas rehausser en fait tout ce qui est dysfonctionnel. Oui, et puis je peux aussi me rendre compte dès la première séance que finalement la cause profonde, elle est d'origine émotionnelle. Et à ce moment-là, je vais réadresser à un psychiatre Ouais. spécialisé en TCA, un psychologue spécialisé en TCA. En fait, il faut régler votre problématique émotionnelle. Une fois qu'elle sera réglée, vous n'aurez plus de déséquilibre de votre balance énergétique. Ce sont vos émotions qui génèrent ce déséquilibre. Mais il y a quand même
plein de personnes en surpoids-obésité qui n'ont pas cette problématique-là. Il y a une petite restriction cognitive, il y a, oui, une petite alimentation émotionnelle, mais qui n'est pas de l'ordre de troubles du comportement alimentaire. Ou donc, on va pouvoir juste proposer un accompagnement en nutrition, micronutrition. Et quels sont les biomarqueurs qu'un médecin pourrait définir qui seraient intéressants, pertinents dans le trouble métabolique, obésité, surpoids? Alors, surtout, ce qu'il faut arrêter de faire, c'est être complètement glucocentré, hein, la glycémie à jeun, voire l'hémoglobine glyquée quand on va chercher un petit peu plus loin. Parce qu'il faut comprendre que, certes, oui, les patients, les sujets en surpoids, obésité vont développer des troubles de la glycémie à un moment ou à un autre, mais ça va être relativement tard. C'est un marqueur qui est hautement régulé à la glycémie. Je vous ai dit, le cerveau n'aime pas trop qu'on ait des variations de glycémie importantes. Donc, on va tout mettre en jeu pour maintenir notre glycémie. On va dire, elle est entre 0,7 et 1, 2, voilà. On va essayer d'être toujours dans cette fourchette. OK? Donc, notre corps, il va faire quoi? Eh ben, il va produire toujours plus d'insuline pour nous permettre de maintenir notre glycémie. C'est-à-dire que si je n'utilise que la glycémie comme marqueur, ben, ma glycémie, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, elle va rester dans ces valeurs. Hein, donc 0,7, 1,26. Mais qu'est-ce qui se passe? À quel prix? C'est-à-dire qu'il y a deux personnes peuvent avoir exactement la même glycémie, 96 par exemple, on va dire, mais l'une, elle va produire 5 unités d'insuline et l'autre 55. C'est pas la même chose. Parce que quand j'ai une insulinémie qui est allée à plus de 10, 15, 20, 25, là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je bloque l'accès à mes réserves énergétiques et je fabrique du gras. Je deviens une machine à fabriquer du gras, à partir notamment du glucose. Et il y a Donc, aussi une usure. Il y a une usure de ce système oui, alors systémique. ça, c'est très long quand même. Hein, c'est vrai qu'on a cette vision de l'insulinopénie, du fait que le pancréas va perdre ses capacités à produire de l'insuline. Enfin, ça, c'est combien de dizaines d'années. La grande partie de la vie du sujet en surpoids-obésité, il ne manque pas d'insuline. Il en a beaucoup trop. Donc, il ne faut pas confondre ces deux mécanismes. Pendant très longtemps, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Mais c'est pas L'insulinopénie, c'est beaucoup plus tard. l'hyperinsulinisme et tout ce contexte métabolique, ça nous amène quand même dans une prédisposition à faire le diabète de type 2, non? Oui, mais dans le diabète de type 2, on a un hyperinsulinisme pendant très longtemps. Pendant très longtemps, on a trop d'insuline. C'est quoi? L'insulinopénie, c'est C'était les récepteurs récepteurs à qui deviennent l'insuline qui moins deviennent résistants Mmh. et du coup, ça force à produire toujours plus d'insuline. Donc, le stade où on a, je sais qu'on a pendant longtemps pensé ça et beaucoup pensent encore ça aujourd'hui, mais c'est un stade qui est très avancé. Pendant la grande partie de la vie d'un sujet qui présente un trouble métabolique, il y a trop d'insuline. C'est dans les cas où vous avez une auto-immunité, on va avoir une destruction des cellules bêta des îlots d'Langerhans. Là, on va se retrouver rapidement, potentiellement, dans une situation où on va manquer d'insuline. Mais sinon, dans un trouble métabolique qui s'installe, pendant la grande partie de l'installation de ce trouble métabolique, c'est vraiment un hyper-insulinisme chronique qui est en place. Donc, ne pas doser que la glycémie, s'il vous plaît. Donc, finalement, ceux qui atteignent le stade de diabète de type 2, c'est que toute la vie, ou en tout cas sur une grande période de vie, il y a une insulinémie qui est trop élevée, trop de pics dans la journée, beaucoup trop exposé en fait à des sources de glucides, et où l'organisme pas adapté, mais qui n'arrive pas en fait à encaisser toute cette charge glycémique, toute cette charge Exactement. insulinique. Ouais. Un sujet sédentaire, s'il consomme une quantité de glucides qui est trop importante, il va faire quoi de ces glucides? S'il n'a pas de masse musculaire suffisante, s'il ne bouge pas pour activer ses muscles, le plus gros capteur de glucose, c'est nos muscles. Donc, sans muscles, sans développer sa masse musculaire, sans activité physique, bah, la quantité de glucides nécessaire, elle diminue forcément. Donc, il faut adapter la quantité de glucides au niveau d'activité physique de la personne, à sa quantité de masse musculaire. Et forcément, bah oui, ils vont passer une grande partie de leur vie en hyperinsulinisme chronique qui crée. Ça aussi, c'était une question qu'on s'est posée longtemps. Est-ce que c'est l'insulinorésistance qui crée l'hyperinsulinisme chronique ou l'hyperinsulinisme chronique qui crée l'insulinorésistance? Donc ça, maintenant, on le sait, c'est l'hyperinsulinisme chronique qui mène à l'insulinorésistance. Donc, bah, j'en viens à vous parler d'un autre marqueur que les médecins devraient faire, c'est le dosage de l'insuline elle-même. Doser l'insuline elle-même. En dosant l'insuline, on saura
quelle quantité d'insuline je dois produire pour amener ma glycémie à telle valeur. Et avec l'insuline et la glycémie, un médecin peut calculer très facilement un rapport qui s'appelle l'index OMA-IR, qui permet de mettre en avant justement ce fameux degré d'insulinorésistance. Donc, il faut vraiment venir intégrer dans l'équation l'insuline. Ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est très rarement fait. Hein. Donc là, c'est les 3-4 marqueurs pour vraiment analyser ce pilier insulinique et J'en glycémique. rajouterai 2 quand même, Ouais. qui sont et pour le coup, qui sont vraiment toujours dans les bilans, mais auxquels on ne prête pas attention. Et pourtant, dans n'importe quel bilan, vous demandez à votre médecin de vous faire un bilan, il y aura ces 2 marqueurs dans le bilan, sauf Les qu'on ne va pas trop les regarder. triglycérides. Les triglycérides et le HDL cholestérol. Donc, ce rapport triglycérides sur HDL, c'est un excellent marqueur de bonne santé métabolique. Donc, les triglycérides doivent être bas, aux alentours, en dessous de 1,5 en tout cas. Si on est entre 0,5 et 0,7, c'est génial. Et le HDL, plus il est haut, mieux c'est. Donc, au moins 0,5, allez, 0,4, 0,5, 0,6. Chez la Et femme, 0,6 plutôt, chez faire le l'homme. lien avec ce que tu disais, c'est que plus on mange sucré, plus on va faire du gras, parce qu'on a une difficulté à stocker en glycogène, et donc on va former des triglycérides, et c'est là où en fait notre corps, à partir d'une molécule qui s'appelle l'acétyl-CoA, va pouvoir amener le sucre vers les lipides. Moi, c'est une question qui est un peu pour moi, et en même temps, je pense qu'elle est pour les auditeurs. Pourquoi avoir des taux d'insuline élevés ne permet pas à la personne d'avoir accès à ses réserves d'énergie? Ah, parce que l'insuline va bloquer la lipolyse. C'est un des rôles de l'insuline. L'insuline active la lipogénèse, inhibe la lipolyse. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous connaissez le cycle de Randle, Non. en fait, ça nous permet de savoir quel substrat énergétique on va utiliser. Donc, quand on consomme beaucoup des glucides de manière inadaptée, soyons précis parce qu'on va me tomber dessus en disant que je suis contre les glucides. Je ne suis pas contre les glucides. Si vous faites 3 heures de sport par jour, vous êtes hyper musclé, mangez vos glucides. Et d'ailleurs, on le voit, ça ne pose pas de problème chez tout le monde. Je parle des gens surpoids, obésité, sédentaire, insulino-résistant. Donc, quand vous mangez des glucides, ça donne du glucose. Le glucose, donc, il rentre dans la cellule. Ok. Il va subir la glycolyse. Ça va donner 2 molécules de pyruvate. Ce pyruvate, il va rentrer dans la mitochondrie. Il va se transformer en acétyl-CoA, complexe de la pyruvate déshydrogénase. Et en fait, quand il y a trop de glucose, l'acétyl-CoA, le cycle de Krebs, vous connaissez ça, le cycle de Krebs, ça va donner beaucoup de citrate. Le citrate, ça en compte complètement le cycle de Krebs. J'essaie de simplifier. Hein. Donc, le citrate, il sort par un citrate shuttle. On redonne de l'acétyl-CoA, on active une enzyme qui s'appelle l'acétyl-CoA carboxylase et on fabrique du malonyl-CoA. Et lui, il bloque le complexe de la carnitine palmitoïde transférase qui permet de faire entrer les acides gras dans la mitochondrie. C'est ça le vrai mécanisme d'inflexibilité métabolique qui fait que comme je consomme trop de glucides, ben, du coup, je bloque l'entrée des acides gras dans la mitochondrie. Je ne peux plus brûler mes acides gras. Impossible. Oui, on peut parler de la mitochondrie qui est chère à professeur Castronovo, on en reparle, qui dirige le DU de micronutrition. En fait, cette mitochondrie nous permet d'utiliser l'énergie globalement, et il y a 2 voies d'entrée, à travers des glucides ou à travers des lipides, qui peuvent rentrer en compétition par le cycle de processus Randle. utile. Ouais. Exactement. Et il y a des gens qui comprennent rien à la biochimie métabolique et qui disent que c'est le fait de consommer du gras qui nous rend... Non, mais j'ai entendu ça m'a fait halluciner. Le fait de consommer du gras qui nous rend intolérants aux glucides. Non, mais là, les gens n'ont vraiment rien compris. Quand vous mangez des lipides, donc quand vous consommez du gras, mais que l'insuline est basse, vous allez bêta-oxyder, vous allez utiliser ces lipides, produire de l'énergie, la chaîne de phosphorylation oxydative, tout va bien se passer. Mais effectivement, vous allez bloquer l'entrée du glucose. Mais si vous ne mangez pas de glucides, ça pose aucun problème. Et dès que vous allez remanger des glucides, bah, ça se rebalance. Donc, c'est le complexe de la pyruvate déshydrogénase et le complexe avec la carnitine palmitoïde transférase. Et les deux s'équilibrent. Par contre, dans l'autre sens, c'est pas vrai. Quand je consomme trop de glucides, là, je bloque l'entrée des acides gras dans la mitochondrie. Donc là, je deviens inflexible au niveau métabolique. Je ne sais plus basculer pour utiliser mes acides gras. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ça, c'est hyper important à comprendre, mais un peu subtil, mais très, très important à comprendre. C'est très clair. Et pour revenir sur quelque chose de... Même si tous les aspects
théoriques sont essentielles pour comprendre ce sujet-là. Si on repart sur du pratique, est-ce que je peux respecter tes principes en étant végétarien? Quelqu'un qui est en surpoids ou obésité Ouais. et qui est végétarien, alors il est végétarien, c'est-à-dire il mange quand même des œufs, du poisson ou rien du tout? Elle a Il est senti vegan le ou... Oui, piège là, il y avait un piège là. poisson non, hein, tu là. Mais des œufs, oui. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Alors, Je suis en train c'est pas beau ce que je fais, hein, mais tu sais où je veux t'amener de toute façon, hein. non, non, je sais pas, mais en tout cas, je vais vous expliquer quelque chose. Dans Oui. le dernier, j'ai assisté, j'ai fait un talk pour un laboratoire, un symposium. Je me suis fait huer par des thérapeutes pro-vegan, mais je m'en fiche parce que je sais ce que je dis. Et donc, j'expliquais que en biologie fonctionnelle, il y a un bilan qui s'appelle le profil de l'acide gras érythrocytaire, qui nous permet vraiment d'aller regarder tous les acides gras qui composent nos membranes cellulaires, et c'est hyper important, la composition de nos membranes cellulaires en acides gras, ça conditionne la communication cellulaire. Et je n'étais pas la seule à le dire. Un autre intervenant qui est spécialisé en biologie fonctionnelle, euh, Bruno Méré, je pense que vous le connaissez, et Bruno Méré a fait exactement la même remarque que moi. Les pires profils d'acide gras érythrocytaire, donc quand on va regarder l'index oméga 3, qui objectivement devrait être entre 8 et 10, qui est un des meilleurs marqueurs du risque cardiovasculaire, les pires qu'on retrouve, c'est chez les véganes. Avec, je crois que lui, son best score, c'était 2,56 et moi, c'était 2,27. Pour une valeur qui doit être entre 8 et 10, hein, et avec une augmentation significative du risque cardiovasculaire quand l'index oméga 3 est en dessous de 7,5. Donc 2,26, 2,56, voilà, c'était entre 2 et 2,70. Donc ça, c'est une première chose. Les lipides, la répartition des lipides dans un modèle vegan sans poisson gras, parce que quand il n'y a pas de poisson gras, il n'y a pas de PADHA. Et donc l'autre question, c'était est-ce qu'on est capable d'optimiser le climat hormonal chez un sujet en surpoids, obésité, quand on est végétarien? Si on mange des œufs, peut-être. Si on mange pas d'œufs, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes obligé d'avoir des protéines, on est d'accord. La protéine, les 9 acides aminés essentiels, c'est la base. Hein. Si vous voulez maintenir votre santé musculaire, la santé musculaire détermine la santé métabolique et votre longévité. Donc, vous devez apporter des protéines. Oui. Pourquoi c'est la base? Parce qu'on a parlé de glucides, de lipides, mais les protéines, pourquoi c'est la base? Alors, pas directement par rapport à l'insuline, par rapport à votre santé musculaire. On sait qu'aujourd'hui, la force musculaire, la masse musculaire, c'est le meilleur prédicteur de la longévité. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir quand même une vision globale à 360. Hein. On n'est pas hyper focusé sur l'insuline et rien d'autre. C'est un tout. La santé musculaire, elle est hyper importante. Mais pour avoir une bonne santé musculaire, il faut une bonne santé métabolique. Parce que si j'ai une mauvaise santé métabolique, j'ai une insulinorésistance qui se développe au niveau musculaire, et j'ai un muscle qui est tout infiltré de gras et qui n'est plus fonctionnel. Donc, tout est lié, ça va dans les deux sens. Hein. Santé musculaire, santé métabolique, c'est vraiment tout est connecté. Donc, du coup, les protéines indispensables pour la santé musculaire, sans protéines pour fabriquer du muscle, on stimule quelle voie? Vous la connaissez, cette voie, elle est tellement importante. mTOR? Ouais. mTOR, tout à fait. Donc, mTOR, les deux signalings les plus puissants de mTOR, c'est l'activité physique de résistance, donc aller soulever des poids, et c'est apporter des acides aminés, et notamment valine, leucine, isoleucine, surtout leucine. OK? Donc, si je pars de ce principe, Et et que la BCAA? personne BCAA et tous les acides aminés. Donc, il faut ce qu'on appelle l'indice chimique des protéines. Et il faut aussi, vous savez, il y a d'autres indicateurs qu'on appelle le PDCAAS, le DIAS, qui mettent en avant non seulement le profil en acides aminés essentiels des protéines, mais aussi leur digestibilité, leur biodisponibilité, leur digestibilité. Et là, quand vous comparez protéines animales, protéines végétales, il n'y a pas de game. Hein. À part le soja, il n'y a pas de game. Donc, il y a déjà cette problématique-là de protéines, de qualité de la protéine. Et la deuxième problématique, c'est que dans les protéines végétales, à part le soja, qu'est-ce qu'on apporte en plus des protéines? Les problèmes. Les glucides. Les glucides. Donc, il y a beaucoup de protéines végétales qui vont apporter une charge en glucides qui va être problématique, encore une fois, chez les sujets insulino-résistants, pas chez tout le monde. Oui, mais la problématique, c'est en fait la question cachée aussi que je te posais, c'était, et on en avait discuté avec le docteur Mouton, c'était quand on fait des repas, quand on est vegan,
on est quasiment obligé d'avoir des glucides en fait Exact, dans les c'est ce que je repas disais. et Les protéines végétales, à part le soja, apportent des glucides. d'être en faible consommation de glucides, d'être en low carb sur sa journée ou d'avoir un régime low carb en étant végétarien, c'est pas possible. Je dis peut-être avec les œufs. Voilà, faut voir si la personne mange des œufs ou pas. Mais si elle mange Et pas d'œufs, c'est impossible. c'est une monodiète dans ce cas-là Ouais. d'œufs. Mm. Et par curiosité, le docteur Mouton, il est pour les régimes véganes? Non, en fait, Il n'est pas pour l'extrême, hein, et c'est du bon sens aussi, hein, Docteur Mouton. Ok. Et comme il définit son profil, tu sais, avec ApoE, glucolipidique, et ben en fait, Avec les polymorphies génétiques, ouais. Mhm. ouais, ben en fait, tous nos aliments qui vont apporter des lipides vont apporter des protéines globalement, et Mhm. les aliments qui vont apporter des glucides vont apporter des fibres. Et donc, c'est pour ça que si on veut être en low carb, il voit plutôt l'alimentation végétarienne, végane, plutôt de l'autre côté, tu vois. Je suis d'accord avec lui. Mais Chouette. ouais, mais vous avez des points communs, hein, et tout le monde a des divergences. J'aimerais quand même, j'aimerais dire qu'on est tous différents, et il y a sûrement des végétariens, des véganes qui trouvent leur compte, qui sont en énergie, et que ça dépasse peut-être l'entendement de notre connaissance actuelle, tu vois. oui, petite. Alors, si on parle des polymorphies génétiques, oui. Anne, 10 secondes. En fait, on a fait 2 heures, 2 heures et demie de podcast avec le docteur Mouton pour qu'il nous présente ses travaux. C'est toujours trop réducteur. C'est comme si on parlait plus tard du podcast qu'on a fait avec toi et qu'on résume ça en 2, 3 phrases. Et on a présenté son bouquin, enfin son livre sur Je mange selon mes génotypes et qui permet de profiler grâce à des tests. Ça, c'est une théorie que je partage à 200%, hein, pour le coup. Mais du coup, ça permet Euh, aussi d'individualiser l'alimentation. mais alors, moi, j'ai quand même une petite nuance parce que je suis 100% d'accord avec l'intérêt de la peau E, notamment. Donc, vous savez qu'on a 3 allèles différents, le 2, le 3, le 4, et que bah, on a finalement que 8% de la population qui aurait un allèle E2. Et c'est ce qui indiquerait d'aller vers un régime vraiment cétogène. Le 3 E3, c'est la majorité de la population, 75%, régime plutôt low carb. Low carb, hein, faut quand même le retenir, parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est que si je suis E2 que je suis low carb. Non, E3, c'est low carb. Hein. Donc, et le 4, qui serait un régime qui pourrait manger un petit peu plus de glucides, mais surtout faire attention sur le type de lipides. Mais au final, quand vous regardez, les 3 types d'allèles doivent quand même manger moins de glucides que les recommandations officielles. Surtout parce qu'ils sont sédentaires. Surtout parce qu'ils n'ont pas une masse musculaire importante. Donc, voilà, il ne faut pas dire je suis E3, je peux manger 200 grammes de glucides par jour. Non, Ça non. reste low carb. Oui. Ça reste low carb, mais En tout cas, ça reste low carb par rapport aux recommandations officielles. Parce que c'est quoi un modèle low carb? J'ai vu une étude passer, mais je suis. Des fois, je vous dis, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je vois une étude passer qui est une étude qui a été construite pour dénigrer les modèles, les approches keto. OK? Et mettre en avant que le régime keto n'est pas efficace pour la perte de poids. Et puis, je regarde le design de l'étude. Et puis, dans le design de l'étude, je vois qu'ils faisaient manger 90 grammes de glucides par jour et ils ont appelé ça un régime low carb. Il Qu'est-ce faut que c'est arrêter pour toi un régime low carb, du coup? Un régime low carb, c'est moins de 50 grammes de glucides par jour. Un régime cétogène, c'est moins de 20 grammes de glucides par jour. Donc, on ne peut pas faire un design d'étude en proposant au groupe cétogène ou low carb de manger 90 grammes pour dire après, ben, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de perte de poids, il n'y a pas eu de réduction de masse grasse, il n'y a pas eu de réduction du tour de taille. Mais c'est normal, vous n'avez pas donné un régime low carb. Et Et le titre, c'est ça, le régime low carb ne fonctionne pas. Les conclusions, c'est le régime low carb ne donne pas de résultats significatifs. Et comme personne ne regarde le design des études, eh ben, les gens écoutent. Et 50 grammes pour nos auditeurs en proportion C'est pas beaucoup. du riz, des C'est pas légumes, beaucoup. des fruits. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner une assiette type, ou c'est sur la journée, hein, 50 grammes. Ouais, c'est pas beaucoup, hein, 50 grammes de glucides par jour. Hein. Si vous mangez déjà une assiette, allez, assez classique. Ça se gratte la tête là, Anne, hein. Ouais. Non, non, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que 250 grammes, par exemple, une assiette de 200 grammes de pommes de terre, ce qui est pas énorme quand même, une assiette de 200 grammes, on est déjà à 20, plus de 20 grammes. Donc ça va vite. Et- Ça va très vite. Si on prend les charges glycémiques, si je prends une assiette de riz de 200 grammes, on est à 51 en charge glycémique. Donc, ça va très vite. C'est pour ça que quand on est face à une personne qui a une problématique de surpoids et d'obésité, on essaie de mettre, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie de construire des assiettes qui sont très gourmandes, qui sont très copieuses, où je vais intégrer mes protéines animales grasses, mes fibres, mes légumes,
pour que, en 2 temps en général, pour que la personne, au moment où elle voudrait manger son pain, où elle voudrait manger sa pomme de terre, où elle voudrait manger son riz, mais elle est déjà full, de chez full, elle est déjà rassasiée. Parce que c'est ça l'intérêt notamment des protéines animales grasses, c'est d'apporter un rassasiement tel que, bah ouais, ah tiens, j'avais préparé ma tranche de pain, mais en fait, j'en ai plus envie. Une fois que j'ai mangé mon omelette complète avec, je sais pas moi, de la viande de bonne qualité, de la viande de bœuf nourrie à l'herbe, j'ai mangé de l'avocat, j'ai mangé une salade, tomate burrata. Est-ce que j'ai vraiment envie ensuite de manger mon pain? Moi, je leur propose de faire ce test, hein, parce que tout le monde a peur de ne plus manger de glucides. On dit tellement que les glucides, c'est ça qui remplit. Combien de fois on nous a dit ça? Ah, mais moi, si je mange pas de glucides, j'ai pas l'impression d'être remplie. Si je mange pas de glucides, j'ai l'impression que je vais avoir faim tout de suite après. Alors que c'est l'inverse, vous avez bien compris, c'est l'espèce de cercle vicieux qui fait que plus je mange de glucides, plus je bloque mon accès à mes lipides et donc plus je dois vite remanger que de leur dire, bah, écoutez, vous préparez, vous avez envie de manger du riz ou des pommes de terre ou de la patate douce, bah, vous en préparez, vous mettez dans un petit bol, mais d'abord, vous allez manger votre entrée. Donc, par exemple, on va faire, je sais pas moi, une salade d'endives, roquefort noir. Ensuite, vous allez manger votre petit curry de brocoli, lait de coco avec un pavé de saumon. Et puis, peut-être même que si vous avez encore faim, on va mettre un petit œuf mollet. Et on verra si vous avez envie de manger votre petite assiette de riz. Bah, je vais vous dire, il faut ça 2, 3 fois, mais jamais, impossible. Même quand, en fait, il faut leur faire visualiser les repas. Ils ont tellement eu l'habitude de fonctionner sur le modèle hypocalorique qui mangeait des toutes petites quantités d'aliments. En fait, la personne n'a jamais atteint son rassasiement global ou sa satiété. Elle reste toujours sur sa faim parce qu'il fallait compter les calories, manger une petite tranche de jambon, un petit yaourt allégé en matière grasse, et puis voilà. Donc forcément, elles ont peur. Donc là, quand vous allez manger tout ça, et les gens me disent ça, hein, je vais Cette, manger cons- tout ça et je vais perdre du poids, vous êtes sûr? Oui, oui, vous allez perdre du poids. et cette construction de l'assiette, hein, il y a une notion importante, c'est le timing. Là, tu définis et Mhm. tu redéfinis l'entrée. En fait, nos anciens, ils mangeaient une soupe le soir, mais ils mangeaient aussi des salades avant de démarrer le plat de consistance. C'est aussi de remettre du bon sens dans notre alimentation et Et du dans la volume. chronologie. Du volume parce que, en fait, ce qui a entraîné cette épidémie de surpoids et d'obésité, c'est les stratégies qu'on a proposées. C'est le régime hypocalorique imposé. Donc, c'est remettre du volume dans l'assiette et c'est également la lipophobie qui a été générée par Big Food et Big Pharma. Remettre du volume, remettre du gras dans l'assiette et apprendre à remanger naturel, peu transformé. Et les signaux de faim et de satiété vont se remettre en place naturellement. C'est magnifique, tu parles de volume, Pierre. Je sais pas si c'était ça que tu voulais dire, mais Non. c'est le conseil transversal de 1000% sur les 150 épisodes qu'on a fait. C'est que peu importe le sujet, tout le monde nous parle d'être consistant, discipliné, mettre du volume, mettre de la fréquence, revenir au bon sens. Et tout ça, c'est que tu nous parles de mettre du volume dans l'assiette. Ça peut être contre-intuitif, comme rajouter, mettre plus de gras. Tu dois être confronté aussi à C'est des complètement contre-intuitif. Les croyances, en fait. croyances sont énormes, mais parce qu'elles sont véhiculées par nos grandes instances, par les professionnels de santé mal formés. Donc, bah, forcément, si mon médecin a passé, ça fait 25 ans que je suis suivie par le même médecin qui me dit le cholestérol, faut faire attention, le gras, c'est pas bien, nanana, nanana, bah, je le crois. C'est une figure d'autorité. Je le crois. Donc, dédiaboliser les lipides, remettre du volume dans l'assiette, prioriser les protéines, parce que ça aussi, il y a un mythe autour des protéines animales qui donnent le cancer, qui donnent les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mythes à déconstruire hein, au niveau de l'assiette. Comment je calcule les quantités de protéines que je dois consommer dans ma Alors, c'est journée? vraiment, pour le coup, c'est vraiment la seule chose que je calcule, pour être tout à fait honnête. Je vous ai dit, moi, je parle jamais de calories, mais la seule chose que je vais être obligée de calculer, c'est la quantité de protéines, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est la base de la santé musculaire, c'est la base de la santé métabolique, c'est la base de la longévité. Donc, il faut vraiment prioriser les protéines, parce que ça va aussi apporter la satiété. Donc, on va déterminer la quantité de protéines en fonction bah, de la taille de la personne, de son poids idéal, pas du poids, parce que parfois ils ont 40 kilos en trop, 50 kilos en trop. OK? Donc de son poids idéal, qu'on estime, et de son niveau d'activité physique. OK? Vous savez que les apports recommandés en protéines officiels Monsieur. sont de 0,8 grammes par kilo de poids corporel et par jour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette RDA sur les protéines. Ça, c'est le Moi, pas. minimum, ça. Ça, c'est le Ouais, voilà, minimum. mais c'est les recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir n'importe quel Oui. nutritionniste de base, n'importe quelle diététicienne, diététicien de base, ils vont vous proposer un modèle alimentaire avec 0,8 grammes de protéines par kilo de poids et par jour.
Aujourd'hui, toutes les études bien conduites mettent en avant que pour optimiser, et nous c'est ce qu'on veut, vous aussi, je pense, dans 1000%, on veut pas juste ne pas être malade, on veut optimiser nos performances physiques, psychiques. Donc pour optimiser nos capacités physiques et psychiques, nous devons au moins avoir 1,2 g de protéines par kilo de poisson et par jour, jusqu'à sans problème 2,2, sans aucun risque pour la fonction rénale ni quoi que ce soit. Mais c'est énorme. C'est en quantité? À 1,5 g, je suis désolé les auditeurs, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais moi je mange 3 kilos de bœuf par jour». Non, mais il y en a très, très peu qui sont à 1,5 g Ah oui, de c'est clair. protéines par kilo de Déjà, poisson. 1,2 g, c'est difficile de les emmener à 1,2 g. Après, en fonction du niveau d'activité et de l'âge, parce qu'il y a la résistance anabolique. Je ne sais pas si vous avez un public plutôt jeune, mais avec l'âge, on a la résistance anabolique qui se met en place, qui Mmh. fait qu'on doit, chez le senior, augmenter, chez la femme en périménopause, ménopause, augmenter les apports en protéines. Parce que le signaling mTOR se fait moins bien. Et on a tendance à dire que nos GAG, on leur donne moins de protéines. C'est une aberration encore. C'est mal comprendre la biochimie. Donc, prioriser la protéine dans l'acide, ça veut dire que peut-être, quand on vous dit ah non mais moi j'arriverai jamais à manger 200 grammes de viande, déjà enlève le pain, enlève les pommes de terre, enlève les sides que tu mets, commence par manger ta viande et tu arriveras sans doute à manger tes 200 grammes. Mais comme on a faim, on va commencer par manger un morceau de pain, et puis on va prendre les frites, et puis on va prendre le riz, et puis on va se faire une énorme assiette de pâtes. Prioriser, j'adore ce terme, et d'ailleurs c'est le professeur Benjamin Pickman qui l'utilise, prioriser les protéines. Ça doit vraiment être un sujet. Et en top 2, les fibres, puisqu'on n'aura pas le temps Alors de moi, parler c'est de pas les fibres en microbiote. top 2. Je fais partie quand même je fais partie d'un courant un petit peu à part en santé Aïe, aïe, métabolique. aïe. Donc je dirais que mon top 2 n'est pas les fibres. Mon top 2, c'est de réintégrer les lipides. N'ayez OK. pas peur des lipides. Réintégrer les lipides. Remettez les graisses animales de bonne qualité, du beurre de Mmh. baratte, de la graisse de canard, de l'huile d'olive, de l'avocat, des olives, des noix, des oléagineux. Remettez du gras. N'ayez pas peur de manger gras. Combien de personnes me disent mais si j'ai pris du poids, c'est parce que je mange trop gras. Je mange trop de fromage. Mais c'est pas le fromage qui fait grossir, c'est le pain, la demi-baguette que vous avez mangé avec. Continuez à manger votre fromage, enlevez le pain, vous verrez la différence. Donc, moi, ma deuxième reco, c'est ne plus diaboliser les lipides. Oui, Réintégrer c'est les lipides dans l'assiette. l'accumulation de charges glycémiques avec du mauvais gras, le C'est le fast-food. combo, voilà. C'est les gens qui ont du mal à comprendre que dans le western diet, le problème, c'est pas le gras, c'est l'association, en plus du gras de mauvaise qualité, parce que c'est des graisses trans, aux glucides. Ça, c'est une bombe métabolique. Mais les lipides pris seuls n'ont pas la capacité d'élever l'insuline. Donc, c'est les combos qui fonctionnent C'est très quoi les mal. sources de gras que tu privilégies, que tu conseilles à tes patients? Ok. Ça, c'est un sujet un petit peu touchy qui est difficile à aborder pour moi parce que je suis dans un courant un peu à part. Mais je dirais que, voilà, Mais parle-nous de toi, Anne, là. Ça fait Ouais, franchement, t'es chez toi, hein, t'es à 1000%, tu cool, hein. si je suis raisonnable et nuancée, je dirais, je reparlerai du profil d'acide gras érythrocytaire. Et c'est vrai qu'en ayant cette image-là de la répartition des acides gras, on peut très facilement dire il vous faut des oméga 3 longue chaîne, EPA, DHA. Donc, il va falloir manger des petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, anchois, éventuellement un peu de truite, un petit peu de saumon. Évitez les gros poissons gras. Pourquoi? Parce qu'ils sont Et bourrés de comment? métaux lourds. Voilà. Si je vois que il n'y a pas assez d'acides méristiques, donc les acides gras plutôt les TCM, les triacylylachènes moyennes, remettez du beurre, de l'huile de coco, du lait de coco. Voilà. S'il n'y a pas assez d'acide alpha-linolénique, donc l'oméga 3 précurseur essentiel, un petit peu d'oléagineux, des noix de pécan, des noix de macadamia, des graines de courge, des graines de lin. Il n'y a pas assez d'oméga 9, acide oléique. On va mettre de l'huile d'olive, on va mettre de l'avocat, on va manger des olives. Donc, l'heure est à la personnalisation et à l'équilibre de ce profil. Néanmoins, depuis quelques années, j'en reviens un petit peu à limiter la consommation d'huile végétale, alors qu'il y a 10-15 ans, dans tous les DU de micronutrition, on vous disait l'huile de colza, il faut consommer de l'huile de colza tous les jours, elle est très riche en acide alpha-linolénique, c'est un acide gras essentiel. Mais bon, il faut quand même se rappeler que dans ces huiles végétales, déjà, comment est-ce qu'elles sont processées? Il n'y a pas que de l'acide alpha-linolénique, il y a de l'acide linoléique aussi, qui est un oméga 6, qui va donner l'acide arachidonique et qui va aussi être oxydé en métabolites qui sont hyper toxiques, hyper inflammatoires, comme le 4-HNE. Donc aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de chercheurs américains
et de scientifiques qui travaillent sur les lipides et qui me disent attention, quand même, les huiles végétales, c'est peut-être pas forcément un aussi bon choix que l'on pensait. Donc, moi, je pense vraiment à me focuser sur l'huile d'olive et après aller plutôt sur des graisses plus stables, et donc des graisses animales. Je me souviens, c'était Pierre qui m'avait alerté sur le procédé pour fabriquer des huiles végétales comme l'huile de lin qui sont faites avec des hydrocarbures et on enchaîne les hydrocarbures pour décanter l'huile, c'est à peu Et près ce que j'ai compris. c'est une Et cata. c'était le docteur Dufournet qui n'est pas venu encore sur 1000%. Ah, Vous mais nous, on va attend. faire quelque chose ensemble avec Boris Et voilà, si tu et peux lui Florence. parler de 1000%, lui dire Avec que plaisir. Je on lui envoie un a. message tout de suite après. On est en train d'organiser des choses très, très Je Faut chouettes. qu'il serais nous On content parle de en la du parlera faire. d'ailleurs. faut qu'il nous parle du full carb là. Je sais que c'est un adorateur des glucides, donc Ouais, honnêtement, Boris et Florence, on est, je pense, quasiment 100% d'accord sur les stratégies d'accompagnement, peu importe le type de trouble. Et d'ailleurs, on a échangé là, encore aujourd'hui, sur sans doute un nouveau terme à utiliser pour définir l'approche qu'on met en place et ne plus forcément parler de médecine fonctionnelle. Et lui, il a un terme que j'aime beaucoup, il parle de médecine métabolique. Et je suis tellement d'accord avec lui. Donc, j'ai hâte qu'on puisse vous présenter notre très gros projet qui sortira normalement en 2027. Et on vous invitera tous les deux, Bah, on vous génial, invitera à c'est participer à bon ce projet. ça. génial. Donc voilà, si tu peux faire une petite passe décisive pour 1000%, alerter Boris Dufournet pour qu'il vienne nous voir, on sera très Pas de content. souci, pas de Euh, souci. J'avais envie Vas-y, Et Pierre. juste sur l'assiette, bon, d'accord, des lipides, des protéines, mais je mets quoi à côté? Parce que moi, j'ai envie de mettre mon riz, j'ai envie de mettre mes pâtes, j'ai envie de mettre Alors, c'est des patates, ce des dont patates on douces. parlait tout à l'heure. C'est-à-dire déjà, je vais prioriser ma protéine et je vais donc devoir manger mon apport en protéines avec du bon gras. Je vais rajouter des fibres, hein, bien sûr. Ah, bah Là, tout oui. le monde n'est pas d'accord. Par exemple, les du fourné ne vont pas être d'accord avec ça. Donc, voilà, pour faire le volume, hein, moi je parle surtout pour faire le volume. Donc, des légumes crus, des légumes cuits, assaisonnés. Et je vais limiter les sources de glucides. Et là, j'ai construit mon assiette. Et en mangeant dans cette séquence-là, j'aurai moins envie de manger mes glucides. Et ça, je peux vous dire, je crée des modèles tous les jours. Et c'est les retours que j'ai tous les jours. C'est incroyable à quel point j'arrive maintenant à ne plus manger ces glucides qui étaient là en trop. Je ne dis pas que tout le monde doit arrêter de manger des glucides. Je dis que les personnes en surpoids, obésité qui consomment trop de glucides doivent en consommer moins. Euh, Top 5 des trucs que je dois acheter pour mettre à côté en side de ma protéine là. Ok. Qu'est-ce que je mets dans le sac de course? Alors, moi, je dois quand même avouer ici que je ne mange pas de fibres. Moi, j'ai un modèle alimentaire qui est très spécifique. C'est pas toi quand on parle, c'est Voilà. parce Donc, que voilà. Moi, chacun et c'est ma chacun. manière de manger. Voilà. Et je suis ApoE2, hein. Je suis ApoE2, donc je fais partie des 8% de la population qui ont cette allergie. Donc, voilà, je précise que moi, personnellement, c'est le modèle qui me convient. Je ne mange pas du tout de fibres. Et ça me va très bien. Mais maintenant, de manière générale, si on fait un truc un petit peu mainstream, donc je dirais, il faut prioriser l'achat des protéines animales. Donc, de la viande de bœuf nourrie à l'herbe de bonne qualité, des abats bio, des trucs qu'on mange plus du tout, hein. Qui mange encore des fois des gésiers? Plus personne ne mange ça. À Moi, j'adore. 1000%, Eh ouais, Moi, oui. j'adore aussi. oui. On est Moi, je sponsorisé crois. par Féroce, on peut, qui est une Ah, par marque, Féroce, c'est génial. Je conseille tous les jours aux personnes que j'accompagne Féroce. voilà, Tous les Féroce, qui est jours. une marque de steak haché enrichi en abat pour Enrichi avoir en abat. augmenté la C'est une densité manière super. nutritionnelle de nos steaks. Ouais, j'adore, je suis une grande fan. Bon, il n'y a pas ça à l'île Maurice, mais, mais j'adore. Donc voilà, donc des protéines de bonne qualité, des poissons gras, ça peut être des boîtes de sardines, des boîtes de maquereaux, hein. On peut citer la Belle Îloise, c'est une marque qui ressort beaucoup pour la qualité de leurs conserves de petits poissons gras. Les œufs. La best protéine ever, c'est l'œuf, hein. Le blanc Sauf cœur. hypersensibilité, intolérance à l'œuf, voilà, spécifique. Mais sinon, la meilleure protéine qu'on ait aujourd'hui, c'est l'œuf. OK? Donc, un œuf de bonne qualité. Alors, souvent, on dit, ben, bio, pas bio. Moi, la priorité, c'est que ça soit des poules nourries à l'herbe. Filière du lin, oméga 3. On peut parler du label Bleu Blanc Cœur, qui est critiquable. J'ai vu un choix, là, dernièrement, du label. Je me suis dit, waouh, purée, ils vont loin. Mais bon, globalement, pour les œufs, c'est quand même un gage de qualité de l'œuf. Donc, je priorise l'achat de ces protéines animales. Les fromages de bonne qualité, des fromages au lait cru. Là, encore une fois, attention, en fonction du terrain, certaines personnes vont être hypersensibles, OK? Toujours personnalisé, j'entends.
Mais voilà un petit peu la priorité, donc protéines animales, de bonne qualité, les animaux bien nourris, bien traités. Et Et les ensuite, couleurs. La couleur dans l'assiette, Anne. la Fais-nous couleur rêver dans là. l'assiette, bah, pour ceux qui vont manger des légumes, on va mettre des légumes verts et colorés, du cru, du cuit, en fonction des troubles fonctionnels intestinaux, de la tolérance. Est-ce que j'ai un SIBO, j'ai pas un SIBO, qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que je vais manger cru, pas du tout cru, je vais manger mixé, cuit, voilà. Donc des légumes de saison, hein, idéalement. On rajoute du gras parce que les personnes en surpoids obésité ben, ont peur de rajouter du gras. Et pour absorber les polyphénols, notamment qu'il y a dans les légumes et dans les fruits, dans les légumes surtout, il faut mettre du gras. Donc, on n'hésite pas à faire une vinaigrette, à faire un blanc sauce avec de l'huile d'olive, avec du lait de coco, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on met du gras. OK? Et quand vous avez fait ça, ça vous fait quand même un gros volume. Surtout si vous dites, bah là, c'est l'automne, je vais d'abord commencer par faire un velouté de courge au lait de coco. Et ensuite, je vais faire une petite salade de mâche. Je vais mettre des noix dedans, un peu de roquefort. Et ensuite, je vais faire un petit curry au lait de coco avec des courgettes. Et puis, je vais manger ça avec de la viande hachée de bœuf. Bah, faut y aller quand même hein, pour manger tout ça. Je viens de chercher Anne. Quel est ton, comment tu es arrivé à ne plus manger de fibres? Donc, ça sort du contexte, mais je pense que le Ouais. cheminement est intéressant. Ouais. C'est ton profil génétique qui t'a fait basculer, ou est-ce que c'est toi une exploration personnelle qui t'a amené à réduire complètement ta quantité de fibres? Alors, bah, c'est un peu un mélange de tout ça. Déjà, quand j'ai découvert que j'étais ApoE2, alors je le savais. Honnêtement, j'avais une telle intolérance aux glucides. J'ai fait 2 diabètes gestationnels, j'ai pris 2 fois 25 kilos pendant mes grossesses. Donc, dans ma famille paternelle, ils sont tous diabétiques, ils ont tous fait des AIT, des AVC, tous les problèmes de poids. Donc, je savais, vraiment une très forte intolérance aux glucides. Donc, je me doutais quand j'ai découvert l'ApoE, je me suis dit, moi, c'est sûr, je suis ApoE2. Pas loupé, je suis ApoE2 et je suis DIE2. J'ai la mélasse, j'ai vraiment la totale, moi, du coup. Donc, je le savais et donc, ça a été assez intuitif pour moi de me dire, bon, bah, ok, on va passer sur un modèle cétogène. Et après, pourquoi le choix du cétogène carni par rapport au cétogène flexible? Ça a été vraiment assez intuitif et aussi mes recherches que j'ai pu faire et j'ai été très inspirée par certains scientifiques et chercheurs américains hein, qui ont mis en avant l'intérêt des régimes kéto-carnivores, qui me correspond bien et qui me permet vraiment de contrôler mon trouble métabolique à la perfection. Et ça me va bien, c'est-à-dire que je ne me sens pas privée. Je ne dis pas que je vais imposer ça à tout le monde. Moi, ça me va bien. Ça me convient parfaitement. Et ça fait, si tu me poses la question, je ne sais pas combien de temps, mais au moins 3 ans, je pense. Oui, et après, il faut aussi mettre du contexte sur, on est tous différents et peut-être que dans Oui, 3 ans, tu oui, seras aussi différente. L'alimentation, exactement, c'est cyclique. exactement. Et je voulais juste mettre un petit point parce que tu as parlé d'iodinase et APO2, amylase. Tout ça, c'est en fait ce qu'on a développé avec Dr Mouton, c'est en fait la prédisposition génétique à globalement assimiler des glucides. Et toi, tu as l'ensemble, tu as l'air d'avoir la foule pour avoir des difficultés à assimiler les glucides. C'est pour ça que tu as fait ce choix de te diriger vers les cétogènes et vous pouvez Bah, ça a poursuivre. conforté mon choix, mais après, c'est ce que je vous expliquais en introduction. Quand une personne doute sur à qui je vais faire confiance à qui, lui il dit A, l'autre il dit B, bah, en fait, il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Moi, en expérimentant, bah, je peux vous dire qu'en ayant pris 50 kilos sur 2 ans en faisant le va-et-vient, je me suis quand même bien rendu compte que si je mettais pas ça en place, j'étais obèse. Bon, au moins en surpoids. À minima, j'étais en surpoids. Donc, l'expérimentation, je pense elle reste quand même l'élément central. Expérimenter pendant 2 à 3 mois, voyez ce qui vous va. Alors, le top du top, c'est que un professionnel vous crée un modèle qui lui semble être adapté en fonction de différents critères biologiques, cliniques, les antécédents. Et ensuite, vous expérimentez et vous voyez comment ça fonctionne pour vous. Mais moi, en aucun cas, je souhaite imposer mon modèle qui est strictement personnel. C'est comme si je voulais imposer mes choix politiques ou ma religion. Un modèle alimentaire, c'est personnel et ça doit être vraiment adapté à chacun. Et puis, ça doit être flexible. Moi, je vous Ou dis les que je couleurs qui suis sont belles. carni keto, mais il y a des jours où je suis pas carni keto, hein. Et oui. Mais tu vois, on va arriver sur l'activité physique parce que moi, j'ai beaucoup exploré là dernièrement. J'ai fait du coup une exploration en santé fonctionnelle. J'ai découvert un prédiabète et je suis allé loin dans ça. Donc, je me suis dirigé vers du cétogène. Je sais pas si c'est vraiment du cétogène, mais en tout cas,
very low carb, enfin avec très très peu de glucides. Et la question de l'activité physique et des glucides est super importante parce que Oui. moi, de mon expérience, je viens de réintégrer des glucides dernièrement et je me sens vraiment plus en forme. Tu vois, Ah, ben oui. je sens vraiment une énergie qui est complètement différente. Et oui, parce qu'on est sur des. Quand on pratique une activité physique, déjà, il faut définir quel type d'activité physique. Est-ce que c'est de la résistance? Est-ce que c'est de l'aérobie? Est-ce que c'est donc de l'endurance, haute intensité, basse intensité? C'est pas du tout les mêmes filières énergétiques. Mm. D'accord. Hein, si je vais faire, par exemple, des soulevés de terre, je vais être sur la phosphocréatine, donc c'est pas du tout le même mécanisme. Si je vais faire un HIIT, je vais être sur le glycogène. Si je vais faire de l'endurance, je vais commencer par le glycogène et puis après, je vais faire de la lipolyse. Donc, c'est vrai que tous les modèles alimentaires aujourd'hui, alors c'est pas ma spécialité, hein, l'activité physique, je tiens à le dire. J'ai un DU de micronutrition du sportif, mais ce n'est pas ma spécialité. Donc, je vais vous dire ce que je sais. D'accord? On ne peut pas tout savoir sur tout. C'est très bien. Mais en tout cas, de ce que j'ai appris, c'est que tous les modèles alimentaires d'aujourd'hui pour le sport d'endurance ont été construits sur l'optimisation des réserves en glycogène hépatique et musculaire. Et donc avec ce système de gavage aux glucides, notamment sur les marathons, trail, ultra-trail, qui, pour certains, ne sont pas du tout la méthode adaptée. Je pense à Timothy Knox, que vous devez connaître, ce professeur. Lui, il faut que vous l'écoutiez, il est extraordinaire. Tim Knox, qui, lui, justement, a complètement déconstruit ce paradigme du glycogène sur les sports d'endurance et a mis en avant l'intérêt de fonctionner sur les lipides, sur les corps cétogènes dans le sport d'endurance. Vraiment, je vous invite à écouter, il est extraordinaire et c'est de lui qu'est sorti tout ce nouveau courant qui va à l'encontre de cette théorie des glucides et du glycogène. Bon, cela dit, il faut au moins 2 ans pour s'adapter au régime cétogène et pour pouvoir performer autant qu'avec les glucides. Et c'est pour ça que beaucoup d'études ont dit mais non, ça marche pas, il y a des contre-performances. C'est parce qu'en fait, on n'a pas laissé le temps au métabolisme de switcher sur du décor cétonique. Et ça, c'est au moins 2 ans. Quel sportif est prêt à contre-performer pendant 2 ans, à pas être bien, être fatigué? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vite voué à l'échec. Je vous invite à écouter aussi, parce que lui, c'est vraiment un expert dans le domaine du suivi des sportifs de haut niveau et du cétogène, c'est Ulrich Génisson. Ok. C'est un puits de science, hein. Il est extraordinaire. Ou nous donner son contact si jamais tu as. Ouais. Sa chaîne, c'est Eat Fat to Be Fit. Il fait les portraits keto. Moi, il m'avait, d'ailleurs, Boris, c'est comme ça que j'ai rencontré Boris et Florence Dufournet. C'est qu'ils ont aussi été interviewés dans un portrait keto. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de visions communes. Donc, vous pourrez regarder sur YouTube les portraits keto, Eat Fat to Be Fit. Et lui, voilà, il va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut performer dans le sport d'endurance tout en étant un régime cétogène. Mais tu vois, c'est vraiment important qu'on prenne du recul sur ce qu'on raconte. Tu vois, on a parlé des veggies, des véganes. Et ben en fait, il y a quand même des sportifs de très très haut niveau. Je pense à Kian Jornet ou à d'autres qui sont dans Il cette a gagné le diète-là. Grand Raid, lui, à La Réunion, hein, quelquefois. Et oui, Il est oui. venu Et sur mon île, il a gagné le Grand Raid donc, tu quelquefois. Ouais. comprends, Anne, qu'on vit ce qu'on raconte, mais il y a aussi des contre-exemples et des contre-exemples à très très haut niveau. Ouais. Donc, c'est, je Mais pense, la combien sur une personnalisation masse? qui est première. C'est peut-être une exception. Oui, mais elle existe, donc il faut quand même la Elle existe. valider. Elle Et existe, exactement. C'est pour ça qu'il faut expérimenter, tester, voir qu'est-ce qui convient le mieux à la personne en partant d'un modèle qui semble être le plus intéressant. Mais encore une fois, on peut se tromper. On essaye de faire au plus juste, mais ça peut ne pas convenir. Je suis d'accord. On avait vu que pour forcer, entre guillemets, la lipolyse, en tout cas le changement de substrat, donc là on a vu que le fait d'avoir une alimentation pauvre en glucides, ça allait stimuler cette voie-là. Au niveau de l'activité physique, d'avoir une activité physique d'intensité basse et prolongée à faible glucides, ça aussi, ça allait stimuler cette lipolyse, plutôt que de faire de l'exercice à haute Oui, tout à fait. intensité en résistance. Alors, c'est un petit peu plus nuancé que ça parce qu'en fait, quand vous faites de l'activité à haute intensité, quand vous faites du HIIT, vous allez activer ce qu'on appelle la biogenèse mitochondriale, PGC1 alpha, cette voie PGC1 alpha. Et on va aussi activer ce qu'on appelle le turnover des mitochondries.
on va ubiquitiner les mitochondries qui sont peu performantes, on va renouveler le pool de mitochondries. Donc, du coup, on va avoir des mitochondries beaucoup plus efficaces et donc, du coup, on va améliorer notre métabolisme. Donc, c'est quand même très intéressant de faire du HIIT en cas de trouble métabolique parce qu'on va optimiser le fonctionnement des mitochondries. Mais c'est aussi bien de faire de l'endurance, donc zone 2, parce que de la même manière, en plus, quand on fait de l'endurance zone 2, on active aussi PGC1 alpha et la biogenèse mitochondriale. En soi, c'est la même chose. Et on active aussi la lipolyse. On va utiliser les acides gras pour produire de l'énergie. Donc, il y a un double intérêt. Et ensuite, il y a l'activité physique de résistance qui va activer l'inverse complètement. On va activer mTOR. On va fabriquer du muscle. On va du coup être plus tolérant au glucose parce qu'on aura un plus gros capteur de glucose et donc on va augmenter aussi notre métabolisme de base. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire il y a 3 types d'activités physiques et l'idéal, c'est de créer un programme où on va venir mettre un petit peu ces 3 types d'activités physiques. Dans la prochaine formation qu'on sort, on a un préparateur physique qui va justement nous créer le programme d'activité physique adapté pour la longévité et qui va cumuler les 3 types d'activités. Et on n'a pas parlé t'en discutes dans un autre podcast, du jeûne intermittent. Comment se positionner Ok, par rapport à ça, sur la ok. restriction alimentaire horaire? Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup parlé de cette intervention nutritionnelle qui est très efficace pour réverser l'insuline résistance, c'est-à-dire ventiler les macronutriments en diminuant les glucides, augmenter les lipides et mettre une bonne quantité de protéines. Mais la deuxième intervention qui est tout aussi efficace, c'est effectivement de jeûner. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je jeûne, je n'emmène rien du tout. Donc, c'est aussi une très bonne manière de faire chuter le taux d'insuline. Donc, vous connaissez le docteur Jason Fung. C'est lui qui a vraiment mis en avant, ce néphrologue qui a mis en avant l'intérêt de l'intermittent fasting. On parle de time restricted eating, d'alimentation en temps restreint. Les fenêtres de restriction alimentaire, c'est particulièrement intéressant pour réverser une insulinorésistance. Maintenant, quelqu'un qui mange, qui est insulino-résistant, qui est obligé de manger toutes les 3-4 heures, qui snack, du jour au lendemain, vous lui demandez de mettre une fenêtre de restriction alimentaire en place, elle va dire elle est folle. Moi, je ne peux pas ne pas manger pendant 16 heures. Donc, moi, je préfère commencer par remettre les bons aliments qui vont apporter une bonne satiété, une bonne stabilité de la glycémie, et la personne va retrouver des signaux cohérents. Et naturellement, au bout de 2-3 semaines, elle dit, oh, vous savez quoi? J'ai enlevé tel repas. C'est bon, j'ai plus faim ce repas-là. Et donc, la fenêtre se met en place naturellement. Mais il y a des gens qui commencent par mettre en place la fenêtre. Moi, je préfère faire dans l'autre sens. Le risque, c'est pas d'être en déficit calorique trop important et de se fracasser le métabolisme? Non, il faut quand même bien comprendre que là, encore une fois, si j'impose un déficit calorique, c'est complètement stupide, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Si j'impose une fenêtre qui n'est pas adaptée, là aussi, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est encore une fois de retrouver les bons signaux de faim et de satiété pour avoir une fenêtre de restriction alimentaire. Elle va être induite, pas imposée. Vous voyez, les mots sont hyper importants. Je n'induis, je n'impose pas, j'induis. Si je reprends mon exemple. OK? Donc, j'ai un modèle alimentaire qui est cétogène, d'accord? J'ai des signaux de faim et de satiété qui sont optimaux. Ma fenêtre de restriction alimentaire, elle est de 24 heures. Je fais du OMAD, One Meal a Day, parce que je n'ai pas faim. Je ne m'impose pas de ne pas manger. Je n'ai pas faim. Il y a des personnes, ça va être 20 heures, 18 heures, 16 heures, 12 heures. Le but, c'est que naturellement, je retrouve mes signaux qui me disent, OK, là, j'ai pas faim. Je vais manger sur une fenêtre de 8 heures, je vais manger sur une fenêtre de 10 heures. Et là, encore une fois, c'est à personnaliser. Personne ne va avoir la même fenêtre. Et quand je parle de fenêtre, c'est l'amplitude de la fenêtre, mais c'est aussi la position de la fenêtre sur les 24 heures. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font le jeûne intermittent, ils choisissent d'enlever quel repas? Le matin. Eh oui. Est-ce que c'est le bon choix? Eh ben, ça dépend, Anne. Pourquoi Ça ça dépend. dépend? Alors, on peut Et c'est nous qui posons les questions. Oh. C'est vrai, Elle c'est vrai. reprend son C'est rôle. ma casquette de prof, ça. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment un sujet qu'on a abordé aussi sur d'autres podcasts et bon, il n'y a pas de vérité, c'est sûrement l'exploration. Adapté. Mais sachez quand même que plus le degré d'insulinorésistance est élevé, plus la fenêtre de restriction alimentaire doit être placée dans la première partie de la journée. Ça, par contre, c'est une vérité absolue parce que l'insulinorésistance est plus forte le soir. Mais sur une insulinorésistance légère, juste le fait de restreindre le temps de prise alimentaire, que ce soit sur le matin ou sur le soir, c'est efficace. Et Donc, ça va nous être fait adapté au degré d'insulinorésistance.
Ça nous fait une transition magnifique, je pense. Anne, je ne sais pas s'il te reste du temps pour qu'on Oui, parle des capteurs de glycémie. Ouais. oui, bien sûr. Est-ce qu'il te reste une petite demi-heure pour Oui. qu'on voit ça? Du coup, on va vous faire un deuxième épisode sur les capteurs à glycémie. Vous avez l'info, mais quel est le Attendez, je vous montre un truc. Ah Bon, là je là. m'en parle. Elle va trop vite. Elle va trop Juste pour vite. les auditeurs, à la base, Anne, elle n'avait pas le temps, hein. Ah là Ouais. là là. Elle a Moi, son je suis capteur en main. passionnée, hein, j'ai toujours du temps. Chez moi, il est 9h30, 21h30. Ok, Anne, Et pour j'ai servi à 6 conclure, heures. conclure cet épisode, quel serait le conseil que tu pourrais donner pour les gens qui sont en surpoids, en obésité? Un conseil à 1000%. Tu nous as parlé de connaissances, tu nous as parlé d'exploration. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi, ma recommandation numéro 1, mais on va dire que je prêche pour ma paroisse, c'est de consulter. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai pas besoin que vous veniez me voir, mais consulter un professionnel qui est compétent, qui s'est formé, qui a mis à jour ses connaissances et qui va pouvoir vous accompagner, personnaliser votre modèle. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, si c'est pas possible pour une raison X ou Y, bah, je pense quand même que la priorité, c'est de réadresser les causes profondes qui expliquent que vous avez un déséquilibre de votre balance énergétique. Et pour moi, ça reste de travailler sur l'équilibre de vos macronutriments dans l'assiette. Priorisez vos protéines animales, mettez du bon, remettez du gras dans l'assiette, limitez un petit peu vos sources de glucides, en tout cas d'aliments ultra transformés. Mangez des fibres si ça vous fait plaisir. Euh, et puis, essayez de faire en sorte d'arrêter de snacker. Essayez de manger au moment où vous avez vraiment faim, un bon volume qui apporte la satiété. Faites des vrais repas et essayez peut-être effectivement de condenser un petit peu vos repas sur 8 heures, 10 heures. Ça sera déjà bien. On sait que professeur Castronovo va écouter cet épisode parce qu'on va aussi l'inviter. Donc, il va sûrement aller au bout de cet Il y a des épisode. choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec le professeur Castronovo, mais Et c'est mon père spirituel, je tiens à le préciser. tu aurais pu dire la mastication pour Oui, bien entendu. élever cette alimentation Manger en en pleine conscience. conscience. Moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que j'ai une autre casquette. Je fais beaucoup de ce qu'on appelle de psychonutrition. Alors, pas comme l'entend le docteur Guillaume Font, mais vraiment de psychologie de la nutrition. On va vraiment parler de mindful eating, de manger en pleine conscience. On fait des séances de dégustation de pleine conscience. On réapprend à laisser l'aliment en bouche, à saliver. Donc oui, c'est essentiel. Là, c'est vraiment important de ne pas être en attention partagée. Maintenant, manger, c'est devenu un peu une activité annexe. Je mange en répondant à mes mails, je mange en regardant Netflix, je mange en répondant au téléphone. Non, manger, c'est une activité à part entière que je devrais faire en conscience. Et ça change tout, hein, sur les volumes, les sensations de faim, de satiété, les volumes consommés. C'était à 1000%. Anne, merci pour tout. Merci à vous. On s'est régalé. Moi aussi. Merci beaucoup. Allez, ciao à tous et on se retrouve pour l'épisode 2 sur les capteurs à glycémie. Ça va être magnifique encore, Mettez-nous hein. 5 étoiles, Mais allez oui. voir Dr Anne Lucas sur Instagram, de partout, prenez des Et, consultes, et régalez-nous, Vincent, on pourra faites-nous du bien, consulter aussi. on est vraiment très content de vous avoir comme auditeur, vous êtes à 1000%, allez-y, poussez, poussez, poussez. Et Vincent, quand est-ce que tu commences à consulter là? Et je m'organise déjà, mais moi, ça sera la micronutrition du sportif. J'ai envie de partager, moi, ce que j'ai exploré dans le mode de vie et donc tous les sujets qu'on a abordés aussi. Je suis moi-même sportif et je pense que je peux être un point d'appui intéressant. Donc début novembre, mais j'ai encore du taf. Top. Allez, salut. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.